Pierre-Luc, qui est de retour cette semaine à Trois-Bières? C'est Evelyne Ferron. Excellent. On est toujours content de recevoir Evelyne Ferron. On est plus que content, on est super heureux et vous l'êtes, vous autres aussi à la maison, à chaque fois qu'elle revient. Alors, on est juste très heureux une fois de plus, la recevoir pour la première fois à travers ce très beau décor. Oui, Evelyne, c'est une invitée très généreuse et ça paraît, mais elle est aussi très nerveuse dans le sens que elle veut dire des bonnes informations et on la questionne pendant 1h30 sur tout l'ensemble de l'histoire avec un grand H et elle répond comme si c'était Wikipédia en plus fiable. Donc, c'est extrêmement impressionnant. Suivez-la sur ses pages Facebook. C'est très généreuse de venir. Et ouais, ça, elle est très généreuse. Puis m'a dire aussi qui est extrêmement généreux. Les gens qui nous encouragent sur Patreon. Et j'ai nommé dans ce cas-ci Patrice Lambert, David Lassalle, Gabriel Fallon, Éric Roy, Sophie McCall, J.S. Bruno, Danny Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. On vous remercie énormément de nous encourager sur Patreon. Si vous nous encouragez sur Patreon, vous avez accès à des shows exclusifs à chaque semaine au patreon.com/3bières. Et cette semaine, je sais pas encore on l'a pas enregistré. Peut-être qu'il va y avoir un clandestin, peut-être ça va être un coin de l'amitié, mais je peux vous assurer qu'il va y avoir aussi un voyeur de vue pour Captain Marvel qui sort ce mercredi, ou plutôt qui est sorti en fait jeudi, mais moi je vais l'avoir vu mercredi. Je vais vous donner mes opinions pour que vous pouvez l'écouter. Et c'était très mal dit tout ça, mais on vient d'enregistrer et j'ai bu quelques bières. Oui. Alors voilà, c'est ça qui arrive. Enfin, merci d'être là tout le monde, merci. Et on s'en va à l'épisode. Yes! Yeah! Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on pige un sujet, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière, on en boit 3. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel, Evelyne Ferron, bonjour! Ouais! Encore! Evelyne, pré-enregistrement, on parlait de Poutine, tout ça. Oui. Historiquement, là, il y a la chicane de ça vient de où? Oui. Est-ce que tu es au courant de l'histoire de ce mai? De la chicane, oui. Okay. Mais c'est sûr que je suis déjà biaisée d'avance parce que faut que je dise que... Il faut faire attention, numéro 1, il faut faire attention. Oui, et okay. je suis biaisée d'avance parce que la personne qui m'a toujours défendu Warwick comme étant le berceau de la poutine, c'était ma meilleure amie, puis elle est décédée d'un cancer, donc je vais toujours maintenant associer Warwick émotionnellement à le royaume de la poutine pour lui rendre hommage. Donc je ne peux pas... Je savais même pas que Warwick était dans la course pour l'invention de la poutine. Moi, je pensais que c'était Drummondville puis Victoriaville. Ouais. Non, il y a Warwick aussi dans la course à la poutine. C'est l'idée d'un petit casse-croûte un gars qui avait demandé à brasser la sauce directement avec le fromage dans un sac. Là. Ça fait partie des légendes urbaines du secteur de Warwick. Donc voilà, je suis biaisée. Mais en tant qu'historienne, as-tu le droit de partager, mettons, cette légende urbaine plus clairement? Qu'est-ce qui s'est passé? On a de la difficulté à le savoir parce que ça, c'est justement, tu le dis, c'est légende urbaine. Ça se peut qu'il y ait 2-3 endroits qui soient arrivés à un moment donné, sensiblement la même idée de mélanger. Tu sais, on s'entend, c'est mélanger des patates frites avec de la sauce puis du fromage. Oui. Ça prend pas un brevet d'invention, puis tu sais, je veux dire, beaucoup c'est juste du monde pressé, dans le fond. Du monde pressé ou du monde qui se dit « Hey, moi, j'aime ça mélanger mes patates avec de la sauce brune, avec de la gravy, puis qui se disent « Ben, je vais faire la même chose avec mes frites, puis ben, j'ai du bon fromage en plus, je vais mettre ça par-dessus. » Il y a plein de monde qui mettent du fromage dans leurs patates pilées, puis qui vont rajouter d'autres choses par-dessus. Mais c'est comme très difficile. Mais ça vient du même coin un peu, là, fait que ça, c'est impossible que... C'est le même secteur, ouais, où on sent que... après ça a eu une forme de diffusion, mais de déterminer qui le fait en premier, ça prendrait une des archives écrites, tu sais, de quelqu'un qui a écrit la recette ou quelque chose. Pas encore là. Genre, on a le même débat que le pudding chômeur. C'est pas parce que tu as écrit la recette que t'es le premier qui le fait. Fait que ça fait partie des mystères auxquels l'historien ne peut, hélas, pas vraiment répondre. Moi, je vais avec mon cœur, Warwick. Mais bon, as-tu l'historique de la rivalité entre les deux? Pas
tant que ça. Je veux dire, j'avais vu tous les reportages où j'avais vu les deux messieurs qui avaient des casse-croûtes qui avaient expliqué un peu comment c'était arrivé. Bon, il était même passé à l'épicerie à un moment donné aussi dans un reportage. J'avais trouvé ça rigolo. Mais comme je dis, je pourrais faire le même parallèle avec la chicane qu'il y avait eu sur le pudding chômage. Je suis même passé à Infoman là-dessus. Là, tellement, à un moment donné, ça avait pris des proportions. C'est qui les... Ah oui, je me souviens. Oui. C'était Qui celle clame? qui a soupe. Caroline Dumas, je crois, c'est son nom. Celle qui a soupe a dit qu'elle a inventé le pudding chômeur. Non, mais elle avait une recette, puis celui que l'Auguste à Sherbrooke, qui fait plein d'émissions de télé, un chef, j'ai oublié son nom parce que je veux le dire, avait comme repris une partie de sa recette, puis elle disait c'est ma recette, et là, il est arrivé tout le débat de est-ce qu'on peut vraiment avoir un crédit pour une recette de base améliorée, qui est une recette de base comme le pudding chômeur, même si tu mets des framboises dedans ou des choses comme ça, reste la recette de base. Je suis pas d'accord, moi, dans ma tête, le pudding chômeur, ça date de 1800, là. Genre, ça a été inventé avec les premiers colons, là. Il y pour la avait fête de ça soupe. qu'il y avait pas de médium large à Radio-Canada, puis là, Jean-René Dufort m'avait dit, tu peux-tu me faire... C'est en ligne, vous pouvez me voir par l'agent René Deschambault dans mon village, en plein hiver, essayer d'expliquer un peu qu'est-ce qu'on sait sur les origines du pudding chômeur. Puis ça ressemble un peu à ce que je viens de dire pour la poutine, c'est que c'est presque impossible de pouvoir vraiment déterminer l'origine de quelque chose comme ça parce que les ingrédients sont super simples. Puis il peut y avoir plus qu'une famille qui, à un moment donné, a fait quelque chose de similaire. C'est très difficile de mettre vraiment un crédit sur une recette. Fait que même chose pour le débat entre Victoriaville, Drummondville ou Warwick. Warwick arrive vraiment comme... Je suis pas tant d'accord avec Warwick. Moi, ces temps-ci, j'ai un problème. Ça vient les gens de Warwick vont réagir. Mais je le dis... pour moi, c'est là que c'est arrivé ce débat-là parce que elle était très, très motivée. Elle était en histoire avec moi. Elle était très motivée à dire que c'était Warwick, le berceau de la poutine. Donc, en son honneur, moi, je suis déjà allée au Festival du fromage de Warwick et j'ai passé une très belle journée. Mais tu vois, justement, Festival du fromage en grains, c'est pour ça que... Parce qu'il y a l'idée aussi de juste mélanger frites et sauce. Parce qu'au début, une des légendes... Une frite sauce, c'est qu'on a mélangé les frites et la sauce dans un sac en papier brun, puis probablement que plus tard, on a rajouté le fromage. Warwick, comme c'est le paradis du fromage, eux réclament le fait qu'ils ont inventé vraiment le mélange des trois ensemble. Fait que c'est impossible mais de peut-être trancher que c'est pour un historien. Co-création aussi, ça se peut, ça, là. Que... Signé à 3, vous avez le droit. Mais je veux dire, pensez-y. C'est comme un peu quelqu'un qui se dit « Ah, moi, je suis le premier à avoir mis du ketchup sur mon pâté chinois. » Non, il y a plein de monde, probablement, à un moment donné, qui se sont dit « Ah, il est fade aujourd'hui, il n'y a pas assez de sel dans les patates, me mettre quelque chose par-dessus. » Ou tu sais, à rajouter un condiment, quoi que ce soit, c'est pas vraiment... Voilà. Est-ce que on peut donner une paternité d'une recette? Pas tout à fait. C'est différent mettons, de M. Parmentier qui, à un moment donné, a vraiment décidé de faire un potage avec des pommes de terre, de la crème, puis que là, a dit ça, c'est nouveau, puis c'est passé par la cour française, par l'élite, qui a fait on aime ça, puis là, à un moment donné, ça devient comme un standard, puis là, tu donnes le nom du gars à la recette. On s'entend que la poutine, pour moi, je suis de la Mauricie. Une poutine, c'était même pas ça. Nous, on fait ce qui s'appelle aussi, malheureusement, des plottes, qui est la recette du temps des fêtes. J'adore en manger, oui. Oui, t'adores manger. C'est tout un repas. Le repas. Ah, OK. Okay. Ça aussi. Ça aussi, bon, parfait. Nous, on appelait ça poutine dans le coin de la... ça te va tellement pas bien, Yannick, d'être genre un peu vulgaire comme ça. Je porte rien en dessous de la table, vous le voyez pas. C'est belle histoire des pays d'en haut, on commence à jouer avec sa psyché. On va le sortir du Nord. Mais voilà, je sais plus où j'en étais. Oui, tu parlais des plats. La poutine, c'est ça. C'est une espèce de pâte, en fait, que je vais faire dans le temps des fêtes, qui est quand même assez élastique, assez épaisse, dans laquelle je vais mettre... il peut y avoir des mélanges de porc, plein de choses, puis tu fais comme une petite boule avec ça, un peu comme une wonton, mais c'est comme plus des petites boules de balles de golf, on les appelle comme ça. Puis tu fais cuire ça dans un bouillon. Ça, c'est un repas traditionnel du temps des fêtes en Mauricie. Mais on a toujours appelé ça des poutines. Fait que ça vient mélangeant la poutine, des poutines. Donc, poutine qui veut dire un mélange de n'importe quoi, finalement. Fait que déjà, le nom de la poutine donne l'idée qu'à un moment donné, on a juste mélangé des affaires. On dit, attends, ça, c'est une poutine. Ben ça peut être une poutine aussi. Et que c'est super difficile. Mais d'où l'expression, toujours la même poutine, pour d'un processus qui revient tout le temps pour même. C'est ça. Ouais. On mélange tout. Fait que déjà, le nom donne une bonne idée que l'origine est bien mélangée. Mais tu vois, nous autres, on ramassait n'importe quoi, c'est du wishy-washy. Chez ma mère, elle appelait ça de même. Mais je sais pas. On vient de Brossard. Regarde. On pourrait continuer pour toujours. Ouais. Pierre-Luc, tu dois piger le premier sujet. Oui, je dois absolument. Hey, vous commencez! C'était même pas un sujet. Des sujets, c'est des sujets de nature historique qui ont été envoyés spécialement pour toi là-dedans, qui sont frais coupés du Copy 2000. Vais-je pouvoir répondre, mesdames et messieurs? Je suis inquiète. Linda Anna Maheu
Demande. Ma chère Evelyne. On dirait comme une vieille lettre écrite. Je me sens comme Louise Deschâtelet qui faisait le courrier du cœur. Ouais. Non, c'est une blague. Oui. J'aimerais bien savoir ton opinion sur la découverte de l'Amérique. Oui. Qui s'est vraiment établi ici en premier selon toi? Établi ici en Amérique, c'est sûr qu'il faut remontrer aux populations qui on a beaucoup de nouvelles données par rapport à ça aussi, qui sont passées par les steppes de Russie, qui ont traversé à peu près 12 000, 14 000 ans. Mais bon, selon moi, les premiers habitants de l'Amérique, ce sont ces gens-là qui ont traversé avec leurs chiens d'ailleurs. On est capable maintenant de savoir que ces gens-là ont amené, on pourrait les appeler des chiens loups, qui se sont mélangés avec la race de loups qu'on avait aussi sur le territoire de l'Amérique, qui ont donné les chiens qu'on a, plusieurs races de chiens qu'on a aujourd'hui, comme mettons le berger allemand ou autre. Eux sont arrivés par le détroit de Bering, mais il y avait toujours eu cette théorie qu'il y avait possibilité aussi que les habitants de l'Amérique soient arrivés par la mer. Et il y a 2 ans, du côté de la Colombie-Britannique, grâce aux légendes orales, traditions orales amérindiennes, qui avait toujours dit qu'il y avait une île qui avait été épargnée par la glaciation où des gens étaient arrivés par la mer puis s'étaient établis là. On a fait des fouilles archéologiques et on a découvert un campement, traces de feu et tout ça, ce qui a permis de faire des analyses de carbone 14 et on est capable de remonter à 14 000, 14 500 ans. Donc, on est plus tôt en fait dans l'histoire que le passage du détroit de Bering. Donc, pour moi, les premiers habitants sont tous ces gens-là qui, d'une façon ou d'une autre, ont migré sur le territoire nord-américain puis ont été les premiers hommes vraiment à habiter, à se sédentariser graduellement ou à être semi-nomades sur le territoire. Dire que l'origine des Amérindiens serait la Russie? Pas tant la Russie, on dit les steppes de Russie. Fait Ok. que là, tu as plein de populations qui sont mélangées dans les steppes de Russie, qui ont des origines à la fois indiennes, des origines asiatiques, parce que, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se battaient en Asie, puis qui, à un moment donné, migraient parce qu'il y avait des conflits, puis qui passaient par là aussi. Tu as plein de populations aussi descendantes des Mongols dans ces secteurs-là. Donc, c'est plus difficile à déterminer, mais c'est sûr qu'aussi, du point de vue génétique, ils vont quand même les identifier comme étant asiatiques. Ben, justement, d'ailleurs, il y a une émission radio-canadienne qui a déjà établi que les Mongols sont à Québec aussi. Donc, je pense que c'est ça. Au Québec ou partout. Ils peuvent être aussi sur les rues de Montréal, comme je Oui. viens de voir tout à l'heure. C'est Oui. ça que tu veux dire? Oui. Je parlais d'histoire de la soirée encore jeune qui avait fait un gag là-dessus. Ah, OK. Ça se fait. Moi, j'avais zéro le référent. Ouais. J'étais comme, wow, tu y vas. Non, le fait que la mère de la bombe Moi, j'étais comme, déclare qu'il y a c'est des pas dans affaires, tout Virginie, ça. Ah oui, ça, c'est Ouais. le genre d'expression que Régis peut, Ouais, c'est ça. peut utiliser. Ouais. Fait que dans le fond, c'est 1400-ish. Mais 14 000, il y a 14 000. 14 000 ans à peu près. Mais c'est sûr que là, bon, il y a des découvertes qui ont été faites en Floride aussi. On a trouvé des ossements de mastodontes avec des traces très claires de boucherie qui vont jouer aussi dans ces datations-là. Alors vraiment, cette idée que probablement qu'il y a peut-être des gens qui ont remonté par la côte, par la mer. Donc, en fait, c'est que une théorie n'exclut pas l'autre. Des fois, il y a des gens qui disent non, le détroit de Bering, on a des preuves. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il y ait du monde qui soit passé par l'autre bord aussi. Mais est-ce que ça veut dire que est-ce que ça veut dire que mettons en Amérique il y avait 0 humain puis là ils sont arrivés puis ils ont juste tout habité partout ou il y en avait tu sais est-ce que il y a on n'a des gens pas qui ont trouvé juste évolué d'ossements plus vieux que ça pour l'instant. Ça veut dire qu'au-delà de 14 500 ans, on n'a pas trouvé d'ossements plus anciens. Si jamais on en trouve, ça peut changer encore une fois les théories, mais c'est sûr que ça a pris cette glaciation-là, ou du moins un moyen de transport pour atteindre le continent américain. Parce que c'est sûr qu'au départ, bon, le berceau de l'homme, c'est Afrique et Asie maintenant, parce qu'on a des nouvelles races d'hominidés en Asie qui sont quand même très anciennes aussi. Donc l'Afrique, mais la Chine serait comme 2 berceaux, en fait, des hommes préhistoriques. Et là, tu as les différentes catégories d'hominidés. C'est vraiment Erectus qui a vraiment été Homo il y a erectus. tant de mots que je comprends pas dans ce qu'elle vient de dire. Lucie, Australopithèque. Oui. Non, c'est hominidé. Ça veut dire que tu n'es pas tout à fait encore l'homme, mais tu n'es plus un singe. OK. C'est toutes L'entre-deux. les étapes entre les deux. C'est comme, tu sais, les pierres à feu, ils n'ont pas Je te vraiment résume d'épaule. ça de manière- Ils sont comme juste un coup avec des bras. Ça C'est ferait des le caillou. C'est des hominidés. Mais tu savais, moi j'ai un fun fact par exemple sur Lucy. Elle s'est fait appeler Lucy parce que l'équipe de recherche tripait sur Peanuts. Ah. Fait que voilà, c'était mon fun fact. C'est la seule information que je vais vous donner aujourd'hui. Parce qu'elle était très grande avec des grands bras. Elle était grands bras, puis elle avait un ballon de football dans les airs. Comme ça, qu'elle tirait. Mais anthropologiquement, je pense que les singes qui marchent, il y en a qui marchent sur les jointures, d'autres qui marchent- c'est lesquels qui sont les plus avancés dans les deux?
En fait, qui ont un parallèle avec l'homme, on va toujours généralement parler des gorilles et des chimpanzés là, dans les deux catégories, mais tu sais, je suis pas une grande spécialiste de la biologie. Par contre, l'évolution des hominidés, ça, c'est sûr que quand on fait de l'histoire ancienne, qu'on parle des premières civilisations organisées, des premiers villages, c'est quand même important de comprendre comment ils ont atteint le croissant fertile. Donc, c'est ça, tu as le berceau de l'Afrique, tu as le berceau de la Chine, il y a l'Indonésie aussi qui a quand même des espèces assez anciennes. Puis, à un moment donné, avec les changements climatiques, ils vont quitter l'Afrique, ils vont pouvoir traverser en Europe. Et là, Erectus, Néandertal, Homo sapiens vont se développer partout. Oui, en Europe et partout. Puis à un moment donné, ils vont même se mélanger. Avant, on disait non, Homo sapiens a chassé Néandertal. Puis là, aujourd'hui, on réalise que génétiquement, grâce à l'ADN, ils se sont juste mélangés entre eux, ce qui est beaucoup plus logique. S'il y a une discipline, en fait, je reste scientifique dans le domaine des sciences humaines, mais en même temps sciences appliquées, parce que ça rejoint les deux, qui bougent à une vitesse incroyable, puis que tous vos livres que vous avez qui datent des années 90, vous jetez ça à la poubelle, c'est à la préhistoire. Ça a tellement changé depuis ce que même vous avez appris à l'université au début des années 2000, les livres ne sont plus à jour. Il n'y a plus rien. Ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de recherches qui se font. Mais j'imagine aussi qu'une seule découverte peut jeter à terre dans ce domaine-là, oui. Néandertal, Homo sapiens, ça c'était une grosse qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de manuels qui ne fonctionnent plus. Puis les découvertes en Asie aussi, les datations montrant qu'il y a des espèces très anciennes, ça vient montrer à quel point les évolutions, c'est pas l'évolution, c'est les évolutions un peu partout dans le monde. C'est ça qu'on est en train de faire. Justement, il y a... J'espère que je réponds à ta question. Oui, non, mais genre comme... Attends, moi j'ai encore... Je ne sais pas son nom, mais... C'est rapide, disons. Linda, Anna. Il y a une entreprise japonaise qui sert beaucoup à éduquer les jeunes, qui s'appelle Nintendo. Et à travers ça, les évolutions, justement, tu passes de Pichu à Raichu. Non, c'est Pichu, Pikachu, Raichu après. Oui, c'est ça. Au moins 3 stages. C'est ça, fait que c'est pas l'évolution, c'est l'évolution. Puis je pense que t'as raison. Je suis un petit peu trop vieux pour ça. J'étais comme... Parce que même moi, je suis trop vieille pour Pikachu, là, tu m'inquiétais. Ouais. Juste trop de temps de lousse, gang. Écoute, quand t'entraînes bien ton Pokémon, tu le nourris, éventuellement, il peut évoluer. Juste à cause que je Pichu passe de Pikachu, il devient Raichu. Ouais, j'avais la chaîne de Charizard ou Squirtle à prendre, puis je vais dire, Pikachu plus clair pour tout le monde. Ouais. Bref. Je connais rien. On revient à l'histoire. J'ai rien compris. Ouais. J'ai rien compris. Mais, mettons, pour résumer, là, moi, ce que je voulais être sûre de comprendre, c'est que, mettons, c'est parti, les humains de... les humains très at large. Hominidés. Les hominidés. Hominidés. De, mettons, Afrique, Asie, ça a monté en Europe. Oui, après, c'est venu en Amérique. Les changements climatiques ont permis des déplacements parce que là, il y avait des passages, parce qu'au début, il n'y a pas de navigation. Du moins, ça fait partie des grands mystères. Quand est-ce qu'ils ont commencé à, ne serait-ce que sur un radeau, quoi que ce soit, à peut-être pouvoir se déplacer sur l'eau? Il y a beaucoup de théories du complot, d'ailleurs, par rapport à ça, sur des documentaires sur YouTube qui vont avec la Terre est plate et tout ça, là, qui vont en ce sens. Mais essentiellement, ils vont traverser à pied. Donc, c'est sûr que les changements climatiques, les périodes de glaciation vont permettre ces passages-là. Il faut aussi comprendre que la Pangée, l'ancien gros continent qui s'est séparé, qui a donné nos continents actuels, c'est sûr que la géographie de la planète était différente aussi. À chaque tremblement de terre, au fil du temps, tout se sépare et se fragmente. C'était plus collé aussi. Et là, ces gens-là, à un moment donné, à l'époque de la glaciation, dans ce qu'on appelle la Béringie, il y a vraiment un passage qui est assez gelé, qui permet aux hommes de traverser à pied. Puis il y a des cinglés qui ont décidé qu'ils risquaient ça, eux autres, puis qui s'en venaient par ici. Parce que pour l'instant, on n'a pas d'ossements plus anciens, alors qu'ils sont en Europe. Je veux dire, quand on remonte à Sapiens, Néandertal, je veux dire, on a des ossements de 75, 100 000 ans, tu sais, je veux dire, c'est Mais très ils sont ancien. tous partis du nord pour aller jusque dans le sud, ou il y en a qui sont aussi passés par l'Afrique pour aller directement en Amérique du Sud? Ça, on n'a jamais pu le démontrer, mais c'est sûr qu'avec les ossements de boucherie qui ont été découverts en Floride... C'est quoi des ossements de boucherie? T'as des ossements dans l'eau qu'une archéologue a trouvé. Okay? Oui. C'est des ossements de mastodonte. Puis là, elle réalise que sur les os... Un mastodonte, juste pour être sûr. C'est le gros éléphant avec des cornes. C'est ce que le Ranger noir casse son pouvoir. C'est ça que je pensais. Je voulais juste être Ça sûre. ressemble un peu à un mammouth, je te dirais, mais c'est un mammouth. C'était vois. vraiment des très gros animaux. Il y a pas de encore question aujourd'hui, tu sais, stupide, quand tu regardes un gros camion, tu te dis c'est un mastodonte, le mot est resté. C'est comme un aspirateur de pierre à feu. C'est Ouais. Un gros, là. Ah, gros, merci, ouais. Yannick. Bon, OK. Mais tu sais, genre celui qui passe en centre d'achat, mettons, là. C'est pas à la maison, là. une grosse zamboni. Ouais. Je voulais juste être sûre. là. Mais c'est ça, quand on dit traces de boucherie, c'est ça, c'est qu'ils vont analyser l'os, puis ils vont voir qu'il y a des marques dessus. Est-ce que les marques ont été faites par des dents? Ça veut dire que c'est un animal qui a mangé l'autre animal. Mais quand on est capable de voir que c'est clairement un outil qui a fait des scissions très claires, là, c'est un homme qui a fait ça. Et c'est ce qui a été découvert en Floride qui donne l'idée qu'il y a eu aussi une migration qui est arrivée par en dessous, par le sud. Alors, quand je dis
arrêtons de parler de l'évolution, mais des évolutions. Il ne faut pas non plus parler de la migration, mais des migrations. Un n'empêche pas l'autre. Une théorie n'invalide invalide pas l'autre non plus. Et ça, des fois, là, quand quelqu'un arrive avec l'idée qu'il y a peut-être eu des gens qui ont longé la côte sur des radeaux, détroit de Bering. Ça n'empêche pas le passage par le détroit de Bering. Ça, on l'a démontré, c'est assez facile, en fait, de les suivre. Mais ça se peut qu'il y ait eu d'autres passages aussi. Donc, voilà pour les plus anciens habitants de l'Amérique. Tantôt, tu disais nos J'ai regardé manuels. répondre à ça. manuels, Tu veux t'éponger un peu? tantôt, tu disais que nos manuels scolaires n'étaient peut-être pas à jour il y a 20 ans, c'est ce qui Mais est il y a 20 logique. ans, c'est ça C'est qu'on ça. savait juste le détroit de Ouais. Bering. C'est ça, là. Je veux dire, quand je te dis que il y a ne serait-ce 5 ans, tout ce qui a été écrit sur Néandertal, il y a beaucoup de choses qui sont déjà plus bonnes. Je veux dire, c'est la faute à personne. Ça a évolué à une vitesse grand V, la préhistoire. Mais lorsque, mettons, t'enseignes l'histoire à l'université, Oui. fait qu'il faut qu'absolument toutes les choses que tu dis, j'imagine, soient fondées sur des preuves de recherche. Oui, des fois, il y a des choses que j'ose pas aborder en classe parce que j'ai pas assez de temps pour approfondir. Ou des fois, je vais leur dire, il y a une nouvelle théorie, là, je vous la dis. C'est pour ça, en fait, que j'ai créé Historiophile, puis mon compte Twitter, c'était pour me faire une banque de données de toutes ces nouvelles-là qui sortaient pour être le plus à jour possible, parce que je suis dans une discipline qui évolue très vite. Et ça me permettait de suivre vraiment tout ce qui se passait, parce que quand ça sort des articles scientifiques, ça peut prendre 2 ans avant que j'aie accès à ça. Fait que là, je suivais les médias pour avoir une idée des découvertes qui étaient faites, puis là, je me prenais de notes, Nature, tel volume, tu sais, je vais aller chercher l'article original après à l'université, parce qu'on s'entend que c'est pas parce qu'ils disent que ça vient de Nature, si tu cliques dessus, il faut faire tu le payes. Mais quand tu passes par la bibliothèque universitaire, tu vas y avoir accès. C'est comme ça, en fait, que j'essaye de mettre mes cours le plus à jour. T'sais, quand je parle des Minoens de l'île de Crète, il y a eu tellement de nouvelles découvertes, il faut que je fasse attention. Il y a des choses sur lesquelles je peux pas trop... C'est quoi les Minoens faire- de Crète? Knossos, les Crétois, à l'époque... Ils peignaient leurs cheveux comme ça. Ouais, ouais. 2800 Les premiers punks. jusqu'à 1375 avant Jésus-Christ, c'est vraiment une civilisation qui s'est développée sur l'île de Crète, qui a beaucoup été associée à l'Atlantide et au mythe des Atlantes, entre autres. Mais ça, c'est un autre domaine qui bouge beaucoup. On découvre plus de choses sur cette civilisation-là. Il y a Aquaman récemment aussi là-dessus. Ouais. Un documentaire. C'est bon, finalement, comment? Moi, j'ai bien aimé ça. Ok. J'ai bien aimé ça, puis ça... Jason Momoa, Oui, pour moi, le plus important, c'est qu'à la fin, il est dans sa chemise orange et ses pantalons verts dorés Oh comme mon dans Dieu, un du comic. dessin animé, ils ont Ouais, vraiment ouais. mis le vrai Ah ouais, le saut original. Il est full on, mais puis c'est merveilleux. C'est Fait une qu'ils n'en ont beauté. pas fait une pub pour être sûr que les gens aillent voir le film. Ils ont préféré le montrer torse nu et tatoué. Ben, il y a tout ça aussi. Si les gens recherchent ça, il y a tout ça aussi. Un sujet de Julien Ménard. Les Julien. peuples autochtones au 16e et 17e siècle au Québec et la création des réserves indiennes, entre guillemets, indiennes. Ouais. Alors, il n'y a pas tant de questions. Je crois que c'est qu'un tremplin. Pour que tu nous en tremplin. parles. Ben c'est sûr que c'est très d'actualité aussi. Là. Mm-hmm. Et bon, comment Audrey, je veux juste dire, je fais juste une petite parenthèse. J'ai vu Audrey cette semaine, puis elle m'a parlé d'un documentaire, pas d'un documentaire, d'un podcast de la CBC qui s'appelle Missing, qui est en fait il y a 2 saisons, et ça s'intéresse justement aux femmes autochtones disparues, mais aussi Ils reviennent sur les pensionnats. aux, les enfants qui ont été adoptés, Ouais. les enfants amérindiens qui ont été enlevés de leur famille, puis qui ont été adoptés, puis que c'était pas des bonnes familles, c'était juste prenez-les, tout le monde. Puis là, ils essayent de retracer où est-ce qu'ils sont rendus, puis de réunir des familles et tout. Ouais. Donc, Ça voilà. vient juste de passer ici à Montréal au Seagull Center. Mais je pense que ça voyage de par le pays. Il y a une comédie musicale qui s'appelle Children of God qui se passe justement dans ces pensionnats-là amérindiens. C'est des jeunes qui sont dans un pensionnat-là, puis l'histoire est séparée entre ça, puis un peu plus loin dans l'avenir où un de ces jeunes-là est devenu adulte, puis essaye comme de recoller sa vie ensemble, puis ça montre comment les gens, comment ils étaient traités là-dedans. Et c'est une des meilleures affaires que j'ai vues, que je vais voir cette année. C'est extrêmement émouvant et c'est très beau. Fait que si vous avez la chance de voir ça, puis que ça parle de cette réalité-là, c'est très, très bon. Comment ça s'appelle? Children of God. Children Parce que, of tu sais, God. ces pensionnats-là étaient extrêmement chrétiens. Là, c'est comme... Puis c'est beaucoup de... effacer toute leur identité culturelle à travers Ça, l'apprentissage. c'était puis- l'objectif des lois, d'ailleurs. Ouais, ouais. Ben, bon,
Pour essayer, Oui. la question était très large Oui, dans pas ma mal. tête. Ouais. Merci d'avoir donné le temps de me placer un peu. Essentiellement, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ça, c'est lié au colonialisme. L'idée que lorsqu'on colonise, on est blanc, on a une religion qui est supérieure, notre Dieu est supérieur, notre langue aussi dérivant du latin est considérée comme supérieure, que ce soit les Espagnols en Amérique du Sud ou les Portugais, que ce soit les Français, les Anglais ici, ils avaient quand même cette mentalité donc de colonisateurs et donc de conquérants qui civilisaient des populations qu'ils considéraient comme inférieures. En Amérique du Nord, il y a quand même des réalités qui sont différentes de l'Amérique du Sud parce que les Incas, les Mayas, les Aztèques que les Espagnols ont rencontrés ont été traités vraiment... Oui, Ça- on a fait ça de a très mal l'esclavage fini, ici, mais maintenant. ça a très mal fini un peu partout. Il y avait vraiment cette vision de les évangéliser complètement, d'effacer leur langue, leur culture. En Amérique du Nord, il y a le facteur du froid qui a changé cette relation-là beaucoup. On a besoin d'eux pour survivre. Beaucoup plus, exactement. Donc, c'est sûr que les Français, même avec Samuel de Champlain, puis après, par la suite, quand on va faire le commerce, la traite des fourrures, on a besoin d'eux pour explorer le territoire. On a besoin d'eux pour apprendre à habiter ce territoire-là où il fait très froid aussi. Et ça crée une relation qui est un peu plus fraternelle au début. Quand c'est les colons ici, je parle pas de l'administration en Europe. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de coureurs des bois qui vont décider d'aller vivre avec ces gens-là aussi, qui vont se mélanger. On a découvert sur l'île Saint-Bernard, dans le coin de Châteauguay, d'ailleurs, un village où on avait un mélange, en fait, de Canadiens français et d'Amérindiens qui vivaient ensemble. La tentative de colonie quartier Roberval aussi, du côté de Cap-Rouge, qui est un site archéologique hyper important. C'est notre plus ancien, en fait, où on a la preuve que on faisait de l'exploration aussi pour essayer de trouver... oui, mon micro bouge. Pour trouver de l'or, des diamants et tout ça. C'était une volonté, encore une fois, de vivre en communauté avec les Amérindiens. Donc, il y avait une relation assez fraternelle. Parce qu'il y avait une différence entre ceux qui vivaient au jour le jour sur le C'est ça. terrain et tout versus ceux qui... Ou l'élite qui vivait dans sa petite maison isolée, qui recevait tous ses biens de France, c'était une autre chose. Oui, on avait la volonté de les évangéliser. Les premières communautés religieuses sont arrivées très vite. Augustine, Ursuline et Ursuline avaient cette vocation d'éduquer les jeunes filles, mais aussi d'essayer d'évangéliser les Amérindiennes. Ça n'a vraiment pas été un succès, au point où, en fait, ces femmes-là, les religieuses, vont plutôt apprendre les langues amérindiennes, puis être dans les premières à nous laisser des grammaires. Cette année est l'année internationale de la protection des langues autochtones, d'ailleurs, 2019. Elles ont beaucoup laissé. En fait, Marie de l'Incarnation est un bel exemple de quelqu'un qui, à un moment donné, a dit, OK, au lieu d'essayer de pousser, je vais juste vivre avec elles, puis leur laisser prendre ce qu'elles veulent, mais moi aussi apprendre d'elles. Il y a quand même eu une espèce d'échange. Autant une Marguerite Douville, pourtant, va avoir des esclaves amérindiens parce que c'était, bon, un petit peu la norme à l'époque. On joue sur plusieurs fronts. Mais il faut quand même comprendre que, bon, les Augustines fondent l'Hôtel-Dieu et elles veulent comprendre comment faire des médicaments avec les produits locaux. Donc, pour faire l'équivalent de l'aspirine, ils ne pouvaient pas savoir que l'écorce de bouleau peut remplacer les produits qu'on connaissait en Europe. Donc, cet échange, ces transmissions de connaissances-là ont fait que, pour les gens qui vivaient sur le territoire, les échanges étaient quand même relativement intéressants. C'est sûr qu'on appuyait certains groupes, on était en guerre contre les Iroquois à un moment donné, c'est normal. Est-ce qu'on dit Iroquois ou Iroquoien? C'est pas la même chose. Ok. Les Iroquois de la vallée du Saint-Laurent, ont disparu à un moment donné. C'était la population que Jacques Cartier va rencontrer en particulier. Si tu veux, il y a un site qui essaie de remettre en valeur cette culture-là dont on a peu de traces, c'est Saint-Anicette, si ça vous intéresse. Alors que Iroquois, c'est vraiment la nation iroquoise, c'est vraiment les fameuses maisons longues, matriarcats que vous voyez depuis le secondaire, qui étaient aussi de très grands guerriers. C'est pas les mêmes. Excusez-moi pour Non, 34 c'est ans logique. Parce que maintenant, à l'école, on espère au secondaire qu'ils vont faire la distinction justement entre Iroquois de la vallée du Saint-Laurent et Iroquois, c'est pas la même chose. Parce que la langue iroquoienne, c'est une chose, mais au niveau des populations iroquoiennes du Saint-Laurent et Iroquois, c'est pas le même genre de population. C'est de la faute à mon secondaire, maudit. Ouais, mais à l'époque, c'était normal. Ouais. Oui, fait que c'est ça. Les Augustines vont apprendre à faire les médicaments grâce aux connaissances amérindiennes. Ce qui change la donne à un moment donné, où on va être un peu plus agressif, plus colonisateur, c'est le traité de Paris. Faut comprendre que les Britanniques, eux, quand ils s'établissaient quelque part, c'était la propriété privée. Alors, eux, quand ils ont colonisé les 13 colonies, ils ont chassé les Iroquois, les Ottawa, les Mohicans. Vous avez peut-être vu le dernier des Mohicans. Ça, c'est un bon film historique, d'ailleurs. Il n'y avait même pas le droit de passage sur des anciens lieux de passage si un Britannique se faisait une maison sur la frontière entre, ce qui est la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre. Alors, c'est sûr qu'ils ont eu une relation beaucoup moins fraternelle qui explique que peu d'Amérindiens qui ont combattu avec les Britanniques pendant la guerre de 7 ans, alors que Montcalm
a gagné des batailles Grâce importantes à eux. grâce à eux. Et c'est ce qui fait que la guerre de 7 ans aux États-Unis, ils ne l'appellent pas comme ça, ils l'appellent la French Indian War parce qu'ils se rappellent des scalps. Ils se rappellent de ce qui se passait quand les Amérindiens prenaient leurs trophées après que Montcalm soit passé. Ça, c'est ce qui a marqué leur imaginaire. Sauf qu'en 1763, traité de Paris, et c'est sûr que c'est l'Angleterre qui prend le Canada. Et dans le traité de Paris, ben, c'est sûr qu'on essaie de régler la question amérindienne, de leur laisser des terres et tout ça, mais clairement, en arrière-plan, l'objectif, à un moment donné, c'est quand même de les institutionnaliser en partie. C'est d'essayer de les britanniser plus que les franciser. Fait que ça, c'est comme une première étape où, je dirais, là, les relations se sont beaucoup atténuées. Pontiac va se révolter, d'ailleurs, là, après le traité de Paris, en disant « Wow, que c'est ça? C'est pas, les Français ne nous traitaient pas comme ça. » Et là, ils vont réagir. Et ces révoltes-là, ben, l'armée britannique va les mater de manière particulièrement violente. Arrive ensuite l'autre étape, le jalon le plus important, je crois, c'est vraiment la Constitution canadienne. Lorsqu'on fait le Canada d'un point de vue légal, qu'on va être indépendant un peu du point de vue de la législation, qu'on peut se gérer politiquement sur notre territoire en 1867, avec la Constitution arrivent des lois peut-être un peu plus sévères qui, ben, c'est Macdonald. On en a beaucoup parlé, mais c'est pas juste lui. Vous auriez vécu à cette époque-là, ça, il faut toujours que je le dise, vous auriez peut-être pas contesté. Hein? Là, on commence à le présenter comme le pire des trous de cul. C'était un alcoolique qui avait une vie de famille très triste avec sa fille malade. Tu sais, je veux dire... On en a d'ailleurs parlé sur un des Patreons. Oui, c'est vrai. qu'on a c'est vrai. fait. Il y a sa vie, McDonald, mais je veux dire, à l'époque, si les gens avaient été si pro-amérindiens que ça et qu'ils avaient voulu les protéger, si ça reste une démocratie, on lui serait rentré dedans. C'est pas arrivé. Hein? Faut aussi voir ce point de vue-là. Et donc, avec la Constitution, déjà, on commence à avoir des lois qui vont essayer de encore plus standardiser les réserves. C'est sûr que ça fait écho à ce qui se passe au même moment aux États-Unis, où là, on fait l'exploration de l'Ouest, puis on y va pas à peu près. Dans on essaie vraiment de les mettre en réserve. Là, c'est l'époque des Pieds Noirs, de Sitting Bull, de Geronimo. Là, on y va. Là, ça fait un parallèle aussi avec l'expansion vers l'Ouest, la ruée vers l'Or, plein de choses en même temps aux États-Unis. C'est sûr qu'on fait un peu la même chose. Oui, on va héberger un Sitting Bull dans les prairies, mais on veut pas de conflit avec les Américains, fait que c'est ce qui fait qu'on lui a pas donné tant d'opportunités que ça, puis qu'il est retourné malheureusement aux États-Unis se faire tuer à Wounded Knee. Là. Pas à Wounded Knee, mais bon, c'est lié au la guerre de Wounded Knee et la guerre des boxeurs, la rébellion des boxeurs, sont deux éléments très importants du jeu vidéo BioShock Infinite. Qui est super bon, pour la vrai. Genre, moi, c'est grâce à ce jeu-là, qui est de 1900... fictif, carrément fictif. Mais c'est à cause de ça que je suis allé voir sur Wikipédia puis j'ai appris sur ces guerres-là. Fait que, tu sais, des fois, il y a des affaires dans la même qui se passent. Le Canada fait une mini-série, une télésérie magnifique qui s'appelle Bury My Heart at Wounded Knee, qui est inspirée d'un des premiers livres qui a été écrit seulement dans les années 70. Ça a été un des premiers livres où on a essayé de montrer ces conflits-là du point de vue des Amérindiens. C'est Dee Brown qui a écrit ça. C'est magnifique, ce livre-là. Ça déchire le cœur. Vous n'avez aucune idée. Mais la mini-série qui a été faite avec ça, elle est excellente. Elle est d'une qualité exceptionnelle. Moi, je la montre en classe quand j'ai le temps, puis les étudiants sont comme un peu troublés de voir que on leur faisait toucher un papier, puis ça, c'était signature parce que tu sais pas écrire, puis on les fourrait littéralement sur les frontières aux États-Unis. On est un écho de ça à l'époque de la Confédération. C'est ça que je veux qu'on comprenne. On n'est pas isolé, on est interdépendant de ce qui se passe. Alors, on commence à mettre des lois en place pour les institutionnaliser les premiers pensionnats et en même temps, en 1876, la fameuse loi sur les Indiens, qui sera révisée surtout en 1985, mais qui reste encore une loi très limitative où ils sont Il y a eu un épisode... considérés comme pas encore majeurs d'une certaine façon. Ils ne peuvent pas céder leurs biens en réserve. La question des testaments, il y a beaucoup encore de choses qui les limitent. Donc, c'est vraiment une évolution qui est liée à 1876, notre loi sur les Indiens faisait vraiment écho à ce qui se passait du côté des États-Unis au même moment où c'était honnêtement encore plus violent. Là. Ouais, ça y allait pas avec le dos de la cuillère. Dans mes recherches à Wounded Knee, c'est une guerre, c'est une guerre qui se passe, puis... c'est une bataille, bataille. Wounded Knee, qui fait écho à l'assassinat Ouais. de Sitting Bull, qui était le dernier chef résistant qui a été tué de manière très cavalière. Là, de ce que j'ai lu, les gens peuvent s'imaginer comme qu'avec moi, ça doit pas être beau, là. C'est pire que j'imaginais. Les genre. photos, Ouais, allez voir le ouais. massacre de Wounded Knee. Moi, il faut que je prenne des pauses dans ma lecture, genre ouais. faire comme puis genre, je suis insensible d'envie, là. Ouais. Genre, ça me touche pas, cette affaire-là, là. Puis il faut que je fasse comme, mon Dieu. Tu sais. Mais le livre Bury My Heart at Wounded Knee, si vous êtes intéressé par l'histoire des peuples autochtones, les Lakota Sioux, les Pieds Noirs et tout ça aux États-Unis, honnêtement, c'est un classique. Vous allez pleurer du début à la fin, puis vous allez peut-être plus comprendre pourquoi on a été un écho de ça. On n'oublie pas que même si on a fait le Canada en 1867, on était, malgré qu'il y avait des Canadiens français, il y avait une grande mentalité qui était assez
britannique. Donc, on se rejoignait quand même sur certaines façons de faire. C'est l'industrialisation qui les aide pas à ce moment-là. C'est la volonté de passer sur leur territoire pour le chemin de fer. C'est tout ça. C'est des enjeux qui sont énormes, qui ont donné cette loi-là. Puis même si elle a été révisée en 1985, on les considère encore dans ces lois-là comme étant inférieurs alors qu'ils ne le sont pas. Et c'est là qu'est la lutte, c'est là qu'est l'enjeu. Et c'est un enjeu qui mérite d'être débattu. Et c'est une loi qui mériterait d'être abolie, littéralement. Mais J'ose il y a eu, me commettre. Là, un épisode d'Aujourd'hui l'Histoire, justement, sur la passation des lois indiennes, la loi indienne et tout, puis le contexte qui venait avec tout ça, qui est un épisode très intéressant, si jamais... C'est très lourd, c'est Ouais. très costaud. J'ai essayé, là, parce que sa question était terriblement large, de faire un portrait, mais je dirais que ce qu'on oublie quand on en parle souvent, c'est chance de voir cette interdépendance qu'on a avec ce qui se passe aux États-Unis, parce du point de vue de l'économie, de l'industrialisation, on travaille ensemble. C'est ce qui explique que Sitting Bull a eu le droit de s'installer dans les prairies, mais on lui a pas donné la chance d'avoir plus que ça parce qu'on savait qu'on se mettait automatiquement en conflit avec les Américains et qu'on a été très prudents. Ça a été un peu crève-cœur, même pour les gens de la police montée qui ont travaillé avec lui, qui l'aimaient bien, mais qui savaient que du point de vue, on va dire, légal, il ne peut pas en faire plus, puis les voyaient littéralement mourir de faim, puis savaient qu'il allait retourner puis accepter la mise en réserve. C'est le dernier grand résistant, Sitting Bull. Là. Puis après ça, il s'est mis avec Buffalo Bill à faire des spectacles, puis il est venu ici à Montréal et tout ça, on a des superbes photographies de lui. Mais c'est ça, il est assassiné de manière très cavalière. Ça amène des rébellions et c'est ce qui donne le massacre de Wounded Knee. Puis là, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, ça y est, là, c'est la mise en réserve pas mal partout sur le territoire nord-américain et on s'en va de plus en plus vers la volonté de les acculturer, d'en faire des Blancs. Ça va augmenter, malheureusement. Et c'est ce qui fait que 2019 est l'année internationale de la protection des langues autochtones. C'est pas juste ici, c'est en Amérique du Sud, ça peut être en Inde, un peu partout. C'est la volonté d'essayer de ne pas perdre le savoir de ces langues-là qui, au gré de l'institutionnalisation, ont arrêté de se parler. Certaines n'ont jamais été portées à l'écrit. Donc, ici, on peut remercier quand même nos communautés religieuses et les missionnaires qui, oui, avaient une mission d'évangélisation, mais ont laissé des grammaires, des dictionnaires... un peu de documentation sur ces langues-là. C'est pas le cas partout. Alors, voilà, c'est des beaux enjeux, hein? C'est très sérieux, là. On va terminer le premier segment là-dessus. Donner la chance de changer un petit peu, de continuer à penser à ça, mais de shifter un sujet peut-être moins élevé pour le prochain segment. Julien, j'espère honnêtement avoir réussi à répondre un tantinet à ta question. Mais je pense qu'au Québec, la population issue de quelque part dans ton arbre d'une Première Nation, c'est vraiment, vraiment... Je pense un pourcentage quand même impressionnant des personnes qui viennent de ça, j'imagine. Ben oui, mais c'est sûr que faut faire attention si la loi sur les Indiens ne s'applique pas aux Métis. Ah, ça c'est vraiment important, la loi sur les Indiens, les réserves et tout ça, il faut vraiment avoir une lignée autochtone très claire. Si vous êtes considéré Métis, ça fonctionne pas. Ben Métis, pensez à Louis Riel, c'est la même époque, là. Je veux dire, on y allait pas avec le dos de la cuillère. Stop, on va pas repartir. Julien, ça va bien, là? J'espère honnêtement t'avoir donné des pistes pour poursuivre ta réflexion. Revenons après la pause. Pierre-Luc, tu veux commencer le deuxième segment avec un erratum? Oui, Yannick, avec Christiane Morancy, on a parlé de... justement, tu sais, comme... de colonialisme. Effectivement, OK. Avec, mettons des artistes du dessin dans des cases et des choses qui se passent. Alors, on a parlé de Tintin au Congo, dans lesquels il se passe des choses bizarres. Et j'ai mélangé Tintin au Congo et Spirou chez les Pygmées. Alors, juste pour spécifier que c'est dans Spirou et chez les Pygmées qu'il y a deux guerres entre deux tribus, parce qu'une guerre de couleur de peau. Et Spirou lave une de ces personnes et on réalise qu'ils sont tous bruns finalement, tous des noirs qui se lavent pas. Et ça met ça crée en sorte que les deux tribus deviennent en paix. Et je me suis trompé finalement. C'était trompé d'ouvrage de reporter, d'aventure européenne, de reporter raciste. J'ai mélangé RG et Franklin et j'ai envoyé la case. C'est Franquin. J'ai envoyé la page aussi et c'est tellement ridicule que c'est pas si vieux que ça. C'est 1949. Genre, c'est pas si loin que ça. Genre, j'assure au début que c'est vraiment plus vieux. Mais Eddie King a un super bon numéro sur Tintin au Congo qu'il a déjà fait dans un gala juste pour rire. Oui, il a fait en route saison 1. Avec ça, c'est un excellent. Il est sur YouTube, là, allez voir ça. Mais Eddie King qui dit qu'il vient du Congo puis qu'il ce putain d'RG. Et voilà. Voilà. Merci la Belgique aussi, Donc, je vais préciser ça. Parce que Pierre et moi, on parlait de ça après l'émission. Puis tu sais, c'est justement pour le colonialisme. Il y a tant de héros de bande dessinée européens qui sont juste
essentiellement des voyageurs qui s'en vont à une autre place puis disent « Ben voyons donc, qu'est-ce que vous faites? » Puis votre culture est une place étrange et épeurante où ce que nous autres, on va avoir des aventures. Tu sais, c'est... Mais beaucoup de ça, mais tu sais, écoute bien. Ben, ça allait aussi les années 40 et tout ça. Tu sais, quand on pense au transport, plus de gens voyageaient, mais je veux dire, voyager avec quel genre de connaissances? Ben, ça... C'est ça, je suis présentement dans une grande lutte pour une meilleure éducation et plus de culture générale. Hein? Revalorisation des sciences humaines. Je continue à me lancer là-dessus, mais c'est à ça que ça sert. À voyager puis pas avoir ce genre d'attitude. Parce que même en 2019, tu as du monde qui visite des sites historiques ou qui visite des pays puis qui ont des attitudes qui sont inacceptables par manque d'éducation, essentiellement. Fait que c'est toujours... Oui, un podcast que j'adore qui s'appelle Reply All. C'est un podcast qui creuse dans la culture Internet vraiment profonde en général. Mais à un moment donné, il y a une affaire il faut un épisode spécial sur... Il y a des sites web qui effacent ton passé web. Okay? Fait comme ça, si t'es comme un ancien criminel ou quelque chose, ben on va te googler puis ça tombera plus dans les recherches. Tu sais. Et il y a une fille, peut-être vu la photo passer déjà. Il y a une fille, je sais plus c'est quel pays qu'elle visite, mais dans un temple. Et là, il y a une statue d'un personnage d'une divinité qui a les mains sur les oreilles. Puis elle a fait semblant de crier à côté. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais ça date d'il y a un bout de temps. Mais cette photo-là a fait de la marde de façon monumentale. Là. Genre, ça m'a perdu sa job, dépression. Genre, il y a eu quasiment un conflit de pays suite à cette affaire-là. Parce que c'est un manque de respect. Un manque de respect profond. Mais tu sais, elle fait juste niaiser, puis selon elle, c'est juste innocent, puis elle était jeune, puis mais, fait que tu sais, comme ce genre d'affaires-là qu'on pense pas des fois quand on... Il y a un gars qui fait quelque chose de génial il y a 3 ans, je crois, c'est toujours en ligne, il s'appelle Yolocost. Justement, il s'attaquait... ça, c'était quelque chose. Il s'attaquait aux gens qui allaient, entre autres en Allemagne, sur les monuments à la mémoire de l'Holocauste, puis qui faisaient des poses de yoga, puis qui se mettaient dans les monuments, puis qui s'instagrammaient. Beaucoup de poses de yoga, honnêtement. Mais il y avait des gars aussi qui étaient comme, hey, je suis en train de piler sur des juifs morts, des choses comme ça. Mais c'est des jeunes aussi qui réfléchissent pas. Fait que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il reprenait ça, parce que c'était sur les réseaux sociaux, puis il mettait des scènes de juifs morts ou de camps de concentration derrière eux. Il faisait un montage photo. Puis si les gens voulaient que ça se soit retiré, parce que là, ça leur faisait réaliser à quel point il était imbécile, puis il se faisait tracher sur les réseaux sociaux une fois que ça sortait, il fallait qu'il lui écrive un mot d'excuse, puis qu'il explique pourquoi c'était pas correct, pour que le gars accepte de retirer la photo. Ça s'appelle Yolocost. Et ça, il y en a une capsule sur YouTube. Vous pouvez le voir faire. Il y a un reportage. C'est excellent. Ça, c'est une belle façon de conscientiser les jeunes à leur niaiserie. Tu peux faire la niaiserie, mais te prendre en photo puis l'écrire, ça a une portée beaucoup plus grande que juste le faire aussi. Et ça, là, honnêtement, c'était une belle réplique. Puis il a toujours dit « I'm watching ». J'aime comment il finit le reportage. Je vous surveille. Et c'était une belle reprise, plutôt justement que de créer des conflits entre pays. C'était une belle façon de dire « Hey, réfléchis 2 minutes, là, puis éduque-toi avant de faire des niaiseries comme ça, puis surtout de te prendre en photo. » Il y a un gars, il jongle avec des balles entre des monuments. Ben écoute, il leur a mis des juifs morts empilés en arrière. Les scènes sont... Le montage est excellent, puis ces gens-là, ben, probablement que dans leur vie, ils ne referont plus jamais quelque chose d'aussi stupide. Je suis juste content que la honte marche encore. C'est en public. Mais en plus, nous, là, on est rendu en 2019, les selfie sticks sont moins présents qu'avant. Il y a une époque où c'était la folie. Et il y a eu des musées... Selfie encore bon, par exemple. Selfie, ça existe encore. T'en prends régulièrement, d'ailleurs. Les selfies. Les selfies, ça arrive, ça existe encore. Tout le monde, oui. C'est ça. Ça fait partie de la promotion maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que les selfie sticks, dans le temps, c'était une affaire qu'il fallait se traîner. Puis il y avait des musées de l'Holocauste qui avaient dit arrêtez de prendre des selfies dans nos... Mais quand il y a eu Pokémon Go aussi, les musées de l'Holocauste, c'était comme arrêtez de venir chasser des Pokémon. Là, ici, ça n'est pas il y en avait un spécial. c'est pas approprié. Mais tu vois, moi, là, tout ça, quand j'étais en Allemagne avec Caro, quand on a fait un quoi de l'amitié ensemble sur Patreon, mais on n'a pas été game d'aller visiter un camp de concentration parce que justement avec toute la lourdeur qui vient avec tout le moi, j'étais pas prête émotionnellement à vivre tout ça, fait que j'imagine encore moins aller là puis me prendre en selfie en train de faire il y avait pas grand monde ici. Tu regarderas le genre de photos, les filles qui font du yoga, il y a le cost sur YouTube, tu tapes ça, tu vas du gros plaisir. C'est ironique, là. Mais tu vas comme faire
Comment c'est possible? Oui. Ça me dépasse. Mais ça montre totalement. aussi que nous, on a encore été éduqués, je te dirais. La Deuxième Guerre mondiale, ça faisait un certain temps que c'était terminé, mais on avait encore des gens qui l'avaient vécu, qui vivaient là. Ces générations-là, pour eux, ça commence à être vraiment un fait divers. Hein. Ils n'ont pas vécu la guerre. Leurs parents n'ont pas vécu la guerre, alors que nous, on avait ça des grands-parents qui l'avaient vécu d'une façon ou d'une autre. Donc, c'était plus concret pour nous. Là, on a quand même partout dans le monde des générations pour qui, ben, écoute, ça fait longtemps cette affaire-là, puis ça se reproduira plus, puis qui ont plus ce respect parce qu'ils comprennent pas la lourdeur. Là, moi, j'arrive en histoire, présentement, j'enseigne Mussolini, ils savent pas c'est qui. Ils ont jamais entendu parler de l'eau secondaire. Puis, Il je n'y a veux pas dire, eu une belle mort, Mussolini. ben, je leur me montre la semble, hein. photo de la mort de Mussolini, puis là, ils sont là, puis je suis comme, vous êtes des adultes, là? Là, c'est temps de vous montrer la réalité, je vous épargne pas. Fait que là, je leur en montre. Puis, je veux dire, quand j'arrive dans la Deuxième Guerre mondiale, je vais pas chercher les plus belles photos, là. Je fais volontairement exprès, parce que je trouve qu'il est temps qu'à un moment donné, on les secoue un peu. Mais tu vois, il y a des études qui ont été faites chez les 18-34 ans, et il y en a, tu sais, qui sont même pas capables de donner les dates de la Deuxième Guerre mondiale. Mais on est rendu là parce qu'il y a de plus en plus une grande distance. Et ces gens-là n'ont aucune réalité, aucune idée de ce que peut être une guerre non plus. Nous, on a quand même eu l'écho de la fin de la peur, de la guerre froide. On a eu tous ces stress-là quand même par nos parents, nos grands-parents qui planaient au-dessus de nous. Là, ça, c'est complètement absent des générations qu'on a là. Tes enfants, à moins qu'il y ait une guerre qui se présente, Ben, Dieu Jésus, j'espère que non. non, mais vont être complètement innocents par rapport à ça. Cette année, les enfants qui sont majeurs n'auront jamais vécu le 11 septembre. Ah, fait, c'est vrai. Tu sais? En politique cette année, je dis, Ouais. vous étiez où le 11 septembre? Là, il y en a une, elle me dit, ben, j'avais 6 mois, j'avais 2 ans. Puis cette année, dans mon cours d'histoire, il y en a qui m'ont dit, ben oui, j'étais vraiment pas née. Ben, je veux leur dire que probablement qu'en histoire, à un moment donné, 2001 va devenir la fin de l'époque contemporaine, puis on s'en va vers prendre l'époque soit des communications ou quelque chose comme ça. Fait que j'ai des étudiants qui sont probablement nés dans une nouvelle époque. Ouais. Puis tu sais, comme, moi j'ai une théorie que le 11 septembre a changé beaucoup de choses, mais pour de vrai, genre, comme même la culture, genre, j'ai le feeling que, puis c'est une théorie que j'embarquerai plus tard, là, mais que, mettons, tu sais, on est rendu dans une époque plus ouverte, inclusive, la même affaire, puis ça vient du 11 septembre, on rit tout le monde. Puis là, à un moment donné, c'est passé ça, puis on commence à rire des Arabes, parce que c'est des guerres de terroristes, puis tout le monde fait, non, pas tout le monde qui est comme ça. Ça a été la première fois qu'on s'est conscientisé à arrêter de rire des minorités. D'un côté. D'un côté. Puis de Mais- l'autre côté, ouais. ça crée des mouvements extrêmes. C'est C'est ça que ça. j'allais te dire. C'est Ouais, comme ouais. Il y a le... une Fait que là- polarisation. Ouais, mais genre, je pense que ça vient du 11 septembre. Fait que tu sais, il y a vraiment, ça a changé la société. Moi, j'ai eu avant, après, mais tu sais, Ouais. Attitude Era, man, c'était une Ah oui. époque avant, ça n'existerait pas aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'en histoire, à un moment donné, on va le dire, 2001, c'est la fin de l'époque contemporaine, qui est déjà très longue, là. Et Ça commence quand, l'époque contemporaine? Ben, l'époque contemporaine, ça dépend des livres d'histoire ou des historiens. D'habitude, on va la faire. Il y en a qui vont la faire commencer en 1800 ou même après la Révolution française, parce que c'est la fin du système monarchique. Mais comme l'ère industrielle est un moment assez important, souvent maintenant, on va quand même prendre le 19e siècle comme étant l'époque industrielle. Mais en théorie, l'époque industrielle est souvent incluse dans le contemporain. Contemporain. Mais ça dépend des historiens et des manuels d'histoire. Moi, j'ai une question sur les républiques en France. oui. Parce que... Non, mais parce que moi, Tellement je suis... compliqué, ça. Non, mais je suis une méga nerd d'histoire, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Puis là, il y a la Révolution française, puis là, la République, La première. la Première République. Ouais. Mais comment qu'on calcule ça, une fucking République? Je comprends donc bien pas. C'est Là, en quand ce le moment, système s'effondre Puis là, on recommence. et qu'on recommence. Parce que là, tu as eu des monarchies entre, là. Ouais. Il y a des Napoléon est arrivé. Ouais. Là, après ça, Mais Napoléon, bye-bye, c'est pas une Napoléon. république. Non, il est empereur. Ah, c'est un Il a mis empereur. fin à la République OK. pour essayer de ramener l'ordre. Donc là, c'est la fin d'une République. Donc, à chaque fois qu'il y a soit un roi, Mais c'est comme quoi la différence Louis-Philippe entre un empereur puis un ou roi? Napoléon III, ben, empereur, c'est que la France a beaucoup de territoire, puis roi, d'habitude, il est juste Ah, concentré t'as un sur son- empire c'est ça. empereur. Ah, Bingo. Seigneur, regarde ça. On apprend des choses aujourd'hui. Non, du Fait que vocabulaire. La France, Fait que après la Première Révolution République, française, Empereur, roi qui est revenu, Deuxième République. Deuxième guerre mondiale, des maréchaux qui font des niaiseries, puis là, après ça, Mais là, en un ce nouveau moment, système démocratique. Ils sont à combienième Cinquième. République? Mais comment? Ils sont où les autres? Ils sont où les autres républiques? Ben, la 3 puis la première 4e? se finit. La première commence après la Révolution française, quand on essaie de mettre en place un premier système démocratique. Échec. Échec, Mhm. donc fin. C'est Napoléon arrive. épouvantable. Après Napoléon, réessai. Une autre affaire. Mais là, fait que Napoléon, Louis-Philippe, Philippe Égalité, je me souviens Ben, c'est plus. ça. Là, tu as une deuxième, vers après ça, une troisième. C'est ça. C'est Mais entre- un entre roi, chaque- c'est une république ou non? Non. C'est un système monarchique, donc c'est une dictature. OK. Mais là, après le roi Ben est là, on tombé. essaie de refaire la démocratie, vu qu'on essaie un nouveau système. Troisième. Deuxième. Puis la Deuxième Guerre mondiale, ben, tout a été paralysé. Fait que la cinquième qu'on a présentement est la modernisation finale pour l'instant de la France d'avoir un système démocratique Fait que fonctionnel. la 5e République a commencé après la Deuxième Guerre Oui. mondiale? Puis là, techniquement, ça va être elle pour toujours, jusqu'à temps qu'il y ait un autre. Techniquement, jusqu'à moins crash. que les Gilets jaunes assassinent Emmanuel Macron puis que ce soit le bordel puis que quelqu'un se proclame empereur. Je sais pas. Ça se pourrait?
Il n'y a pas l'air d'avoir assez ferait que ça. d'organisation. Je pense Tu vois, pas que il y a une plus grande communion dans le monde qui fait qu'on laisserait quand même pas la France sombrer à ce point-là. Mais je crois pas. Evelyne, veux-tu piger un sujet? Ils sont lourds, vos sujets. Hey, un empereur J'adore. jaune, j'embarquerais là-dedans. J'ai vraiment peur. Oh. Ah! Ok, ça c'est humoristique, c'est très drôle. Puis le pire, c'est que je vais pouvoir répondre. J'aimerais qu'elle nous raconte l'histoire de la souffleuse à neige, juste pour voir l'étendue de ses connaissances. Jean Côté. Mon Dieu. Extrêmement précis, on reste dans le... Oui, il y a Jean Narel, j'ai pas tout mis dans la question, mais il a dit qu'il te considérait la meilleure historienne de tous les temps si t'avais une réponse à sa question, ou alors... Bragging rights, drette là. Ouais. I do have the answer. Ben non, mais il faut comprendre pourquoi j'ai la réponse. C'est que quand vous faites de l'histoire publique, à un moment donné, il y a toujours un média ou des gens qui vont vous demander ça vient d'où la tuerie Sainte-Catherine, ça vient d'où telle affaire. Fait qu'on a des fois une banque de connaissances qui vient du fait qu'on se fait poser tout le temps la question par des médias généralistes. Là, il y a eu la grosse tempête de neige récemment. Et voilà, là, on a Fait parlé que de ça, des tempêtes de neige. Fait que là, on revient tout le temps sur des tempêtes historiques, des blizzards aux États-Unis. Je ne joue pas toutes les dates. Honnêtement, à un moment donné, je m'en ennuie. Sur ma page, Evelyne Ferrand-Instagram, j'avais quand même mis celle de l'Abitibi là, qui était assez impressionnante. Il y a Evelyne, un c'est ton moment Slumdog Millionnaire. C'est ton moment, une question vraiment précise à la fin, puis grâce à ton vécu, tu te souviens d'affaires. Je trouve ça merveilleux. Oui, Oui. voilà. Alors, Jean. Nous savons que les premiers à avoir pensé la souffleuse à neige étaient aux États-Unis, mais celui qui a breveté le dit appareil s'appelle Arthur Sicard. Et c'était un agriculteur qui observait les moissonneuses-batteuses. Et en campagne, à un moment donné, il commençait à trouver... Là, c'est les dates que je suis pas certaine, mais je pense qu'on est à la fin des années 1918, puis qu'on s'approche des années 20, où il va regarder la moissonneuse-batteuse puis se dire, si j'étais capable de créer un appareil ou un tracteur qui pouvait faire la même chose avec la neige, on pourrait libérer des routes, ce serait plus sécuritaire parce qu'en campagne, se déplacer, ça avait un bombardier qui est arrivé avec la motoneige aussi, c'est qu'à un moment donné, il y avait des enjeux de sécurité, des urgences, puis on avait beaucoup de difficultés à se déplacer dans la neige, donc ça vient beaucoup du monde de la campagne. Et c'est lui qui aurait patenté, donc, la première souffleuse à neige, qui a l'air d'une espèce de tracteur avec un bidon en avant, qui est un peu laid, en fait, vous irez voir. Et à mon souvenir, c'est Montréal qui a acheté le prototype. Donc, lui, il est le premier à avoir eu le brevet, mais il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a d'autres personnes qui avaient quand même essayé de patenter des appareils similaires. Et à mon souvenir, donc, c'est Montréal qui a acheté la première souffleuse à neige, puis là, ben, le modèle s'est amélioré par la suite. Alors, dans les années 20, je crois, Montréal déneigeait déjà ses rues avec le prototype d'Arthur. Et là, ils ont arrêté. Non, mais il y a des tirades contre Valérie Plante. C'est assez sur Twitter pour les trottoirs. Ben, Il ouais. fallait que j'aille à Montréal dimanche. Puis samedi soir, que je sois sur j'étais à Là, mon sur hôtel. Sainte-Cat. Que j'arrive sur Sainte-Catherine, que je fasse comme... J'ai vraiment failli me casser la gueule. J'ai fait, wow, OK, c'est sérieux cette affaire-là. Et hier, je voyais encore Catherine Pogonat qui est vraiment rentrée sur Twitter là, qui ramassait Valérie Plante. Puis là, j'étais comme, avant, j'aurais comme fait, voyons, il me semble qu'il exagère. Non, bonjour Montréal et vos nids de poule sur Clark, c'est vraiment impressionnant. Oui, ça, oui. oui. C'est, Alors, j'espère que je suis maintenant j'entre dans la belle catégorie des bons historiens parce que j'avais ta réponse. Mais je te dis pourquoi j'avais la réponse. Mais moi, je veux savoir, les brevets, là, est-ce que c'est international ou c'est par pays? Parce que, tu sais, mettons, tu parlais qu'il y en a un qui l'a breveté au Canada. Ben, faut que tu fasses la demande. Mais que... Puis il faut que... Il y en a qui ont patenté des choses, mais qui ne se sont pas dit, mais mon invention vaut la peine d'être brevetée. Non, je sais, Comme mais il y a mettons du que monde tu as fait ici- breveter, est-ce Ouais. que ça te protège partout ou ça te protège dans ton pays? Parce que si quelqu'un invente la souffleuse, mettons, Dans au les Canada... années 20, puis- ça t'aurait protégé plus en Amérique du Nord, C'est ça. mettons. T'sais, c'était pas aussi... Aujourd'hui, le plus on s'en va vers les crédits, je veux dire, tout ce qui est même droit d'auteur, c'est devenu très complexe au niveau de la loi. Dans les années 20, c'était pas mal moins C'était lousse. complexe. Ben, lousse. En fait, on voulait le brevet de l'inventeur, au moins pour que ton nom arrive avec le dit appareil. Fait que c'est pour ça que des fois, vous avez... D'ailleurs, il y a eu une compagnie qui s'appelait Sicard de C'est ça que j'allais dire. Pourquoi ça s'appelle une souffleuse puis non pas un sicard? Ah, mais t'as eu... Je sais pas si la compagnie existe encore, mais ça a existé, la marque Sicard. En hommage. Mais justement, tu utilises beaucoup le mot patenté. Moi, je me suis fait dire que le mot patenté vient de l'anglais to patent, genre, c'est-à-dire mettre breveter. Ouais. Fait que quand tu patentes, ça veut dire que tu veux breveter quelque chose, fait que tu gosses une patente. T'inventes quelque chose C'est qui ça. n'existe pas nécessairement. Tu Exactement, gosses. tu patentes. T'es un gosseux. Ouais, fait que ça vient de là patenter. J'aime mieux patenteux que gossé. Ouais, moi aussi. Voilà. Ça. Qu'est-ce qu'il disait déjà si le reste de la... Il disait qu'elle allait t'envoyer $1 million, je pense. Je le C'est ça prends! la question Nice. complète. Mais je vais m'en servir pour réformer l'éducation.
Ginette Gagné demande, tu as mentionné le dernier des Mohicans tantôt, mais Ouais. c'est quel film que tu considères qui sont historiquement fidèles ou qui sont au moins près de la réalité des époques qu'ils représentent? OK, là, c'est comme les deux. Enfin, un côté de l'autre, là. C'est quel film que tu trouves, mettons, Les plus s'ils fidèles. sont pas fidèles ou du moins sont proches de cette réalité-là, ils représentent bien ce que c'est supposé être. Ah, ben, le dernier des Mohicans, moi, ça, c'est un coup de cœur. Là, je veux dire, je pourrais écouter ce film-là en boucle, honnêtement. Pas juste pour la performance de Daniel Day-Lewis quand il était jeune et sexy, mais parce que, justement, la prise de Fort William Henry, de la manière qu'ils ont représenté un peu les combats, c'était très bien fait, honnêtement. Comment même les habitations des colons sur la frontière, il y avait quand même un bon souci du détail. Je veux dire, ils n'ont pas respecté fidèlement le roman, ils ont changé un peu l'histoire du roman, parce que c'est un roman, le dernier des Mohicans, mais au niveau de la représentation de la guerre de 7 ans, la manière dont les Amérindiens se battaient, quand on voit Montcalm aussi dans ses campements, des choses comme ça, il y a quand même quelque chose de très beau avec ce film-là, même s'il date, il va toujours être bon, en fait, parce que justement, il est dans le passé, puis il cherche pas à C'est ça que rien. j'allais dire. Il danse avec les loups, c'est dans la même lignée, là. Il danse avec les loups, c'est exceptionnel. Là. Je veux dire, Netflix, de grâce, peux-tu amener le Danse avec les loups que je puisse le réécouter? Mais c'est un film qui m'a marqué à vie, puis qui me fait pleurer à chaque fois, puis qui vient me chercher, puis c'est pas Kevin Costner qui est responsable de ça non plus. Mais je veux dire, il Danse avec les loups, c'est très bien fait aussi. Bon, quand on parle de films qui se passent en Amérique du Nord, là, on a quelque chose de bien. La mini-série Bury My Heart at Wounded Knee, magistrale par rapport à ça. Ça, c'est pour cette thématique-là. Forrest Gump. Hein? Je m'excuse, imbattable. De la manière qu'ils ont inséré Forrest dans plein d'événements historiques, avec quand même, quand ils rencontrent les Black Panthers. Même Elvis est là. Oui, il y a tout. Il y a Ouais. tout. Même s'il y a un côté fantaisiste, quand il joue, vraiment, qu'il l'insère avec des présidents américains, même pour l'époque, c'était tellement bien fait. Forrest Gump, honnêtement, je veux dire, ça arrive dans mon top 5 là, de films préférés aussi. Le Patient anglais, le roman est magnifique. Deuxième Guerre mondiale, en Égypte. Forrest Gump aussi est un roman originalement, si je Ça se me trompe pas. Fait que de ce que je comprends, c'est t'aimes mieux une œuvre originale qui essaye de représenter une époque puis de voir ça plutôt que d'essayer Ça d'être dépend. des événements. Ça dépend de comment tu t'y prends. Comme je dis, c'est toujours un choix de production. Est-ce que tu veux une fidélité historique ou si t'aimes mieux un divertissement? C'est juste ça. Fait que, souvent, quand ils prennent des œuvres littéraires, Patient anglais, mon film préféré à vie, mais c'est sûr que l'auteur avait, même s'il a inventé un peu une vie à Almachi, qui a vraiment existé, que j'ai étudié beaucoup dans mes recherches pour les oasis et tout ça, c'était un explorateur du désert. La manière que le film aussi a peut-être rendu... Le livre est très lourd. Le film a peut-être enlevé la lourdeur du livre. La musique est exceptionnelle, d'ailleurs. Mais on joue sur quelques époques autour de la Deuxième Guerre mondiale, mais de la manière que c'est représenté, la vie dans les hôtels, l'habillement, il y a plein de choses là-dedans. Les avions, le côté de l'aviation, de tout ça, c'est super bien représenté. Donc, c'est excellent film. Mais d'habitude, on aime ou on déteste. Il y a une scène dans Seinfeld là, où elle l'haït vraiment. Je suis désolée, mais je suis comme un peu à l'opposé. Mais ça, c'est vraiment très, très bien aussi. Et il faut vraiment que je souligne la BBC. Là, il faut que je le dise. Il y a œuvres littéraires, souvent, mais de la manière qu'ils le font, comme ils ont les lieux, les monuments qui sont encore sur place, ils font des bonnes choses. Downton Abbey, c'était assez intéressant pour montrer enfin la vie de l'élite et des plus bas dans le quotidien. Il y avait vraiment beaucoup de belles choses qui étaient assez près de la réalité, honnêtement. Le Downton Abbey ont fait du bon travail. Mais Pride and Prejudice avec Colin Firth, juste avant qu'il joue dans le fond, il est devenu une vedette pendant qu'il tournait Le Patient anglais. En 96, dans les lieux, l'habillement de l'époque de la Régence, comment ils ont représenté ça. C'est tellement bon livre, Oui. Pride and Prejudice. Et la là. série était tellement fidèle par rapport au livre, c'est très dur de faire ça, que c'est là souvent où moi j'embarque. C'est que non seulement tu essaies de respecter l'œuvre originale, mais en plus, dans le milieu, la reconstitution du quotidien des femmes, des hommes, comment ça fonctionne, dans tous les petits détails, la broderie, quand ils sont à la maison et tout ça, c'est léché. Ils ont fait la même chose avec Jane Eyre. Paul Dark pogne beaucoup, c'est basé sur des romans, mais là, on voit des gens en campagne, dans des conditions de vie super difficiles. On présente les différents accents, fait qu'il faut l'écouter en anglais, les différents accents dans les régions. Quand on joue là-dessus, Comment ça ça s'appelle, commence... excuse-moi? Paul Dark. Paul Dark. Paul Dark. Paul Dark. P-O-L-D-A-R-K. Télé-Québec le diffuse en français. Mais ça, c'est qu'on arrive quand même à montrer, bon, des villages de pêcheurs, puis là, ça va de moins en moins bien pour l'économie. Bon, on trouve une mine, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, même si c'est parti d'une œuvre littéraire, au niveau du visuel, comment les gens vivent, comment ils fonctionnent, du point de la BBC, là, mais ils ont les moyens. Eux, là, les Britanniques, là, contrairement à ce que vous payez pour Radio-Canada, payent beaucoup plus cher pour financer la BBC, mais ils ont un Christy de bon contenu, Ils ont des par résultats, exemple. ouais. Autant à la radio, à la télé, ils ont une richesse culturelle. Je veux dire, ce serait mon rêve qu'on arrive enfin à ramener ça. Ici, au Canada, faire de l'éducation populaire, si l'éducation se fait pas juste par l'école,
on est en train d'en faire, en fait, quelque part, en faisant un podcast comme ça aussi. Je suis d'accord. Ouais. Oui, non, Financez-nous. Financez-nous. payez-nous. Ouais. C'est une blague. Mais fait que la BBC arrive à faire des choses qui sont vraiment intéressantes de ce point de vue-là. C'est sûr que, mettons, il faut sauver le soldat Ryan, la liste de Schindler. La liste de Schindler, c'est impeccable. C'est Là. tellement bon. Je veux dire, bon, c'est le pianiste. Je veux jamais revoir ce film-là, mais c'était d'une grande justesse aussi. Je veux juste pas le revoir. Mais parce que moi, On quand en a parlé dans notre Patreon. il y en a qui sont sortis du cinéma quand je suis allée le Ouais. voir au cinéma, quand ils poussent l'handicapé par la fenêtre. arrête, là, oh my il y a God. une moitié de la salle du Clap à Québec où j'étais qui a quitté le film à ce moment-là. Mais même si c'est dur, c'est des films qui représentent bien la réalité. Il y a certains films militaires qui sont moins bons, certains qui sont meilleurs. J'ai pas vu Dunkirk encore. On me dit que c'est très bien. Là, Oui, c'est c'est juste, très bon. Ouais, moi, c'est j'aime- juste que je n'ai pas eu la chance de le voir encore. Je manque de temps des fois dans la vie. Mais sinon, C'est mieux de ne pas le voir au cinéma parce que quand je l'ai voir au cinéma, c'est pratiquement un simulateur d'attaque de panique. Là. ouais, pas de vrai, là. Quand le son, si le son il est vraiment bon, là, c'est comme être là, mais tu veux pas être dans une situation de guerre comme Ouais, ça, c'est c'est ça. terrible. Moi, super Tu sais, un vieux film comme Le Nom de la Rose, parce que des films en médiéval, il n'y en a pas tant que ça, des bons. Mais attends, C'est moi, très je bon, voulais, Lord moi, of je the voulais Rings. dire... Evil Darkness aussi. Moi, je voulais dire que mon film, à moi, c'est Elizabeth avec Très Kate bon Blanchett, aussi, oui. qui est excellent, qui Le est premier sublime. meilleur que le deuxième. Le deuxième, mais c'est que le deuxième est vraiment centré sur l'attaque avec l'Invincible Armada et tout. Fait que c'est un peu Mais moins. historiquement, ils l'ont un peu échappé aussi par rapport à ça dans le deuxième parce qu'ils voulaient garder un côté, je te dirais, là, ils ont caricaturé beaucoup les personnages. Alors que dans le premier, Mais honnêtement... puis c'est- les ressemblances aussi physiques, puis les décors et tout, puis ça fait vraiment un survol de sa vie. Moi, j'ai adoré ça. Je l'ai Elisabeth, encore en c'est- DVD. c'est vraiment très bien. D'ailleurs, j'ai fait une liste romans et films, mais vraiment très courte, là, parce que Radio-Canada me l'a demandé la semaine dernière. Ça calé sur le site de Dessine-moi un dimanche. J'ai trouvé ça assez facilement. Là. Il y a comme une capsule où on voit ma face, où je m'emporte sur l'éducation. Mais en dessous, il y a donc quelques romans historiques, quelques films et séries que j'ai suggérés. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de Netflix, mais Rome HBO, c'était très bien. Étonnamment, là, des fois, ils font des choses. Là, je suis en train d'écouter Gunpowder. J'ai commencé le premier épisode de 3 sur Guy Fawkes, qui a inspiré V for Vendetta. Là, Oui, Remember les the poudres. 5th of November. Ouais. Avec Kit Harington. Là. Autant Pompéi était de la merde. Là, j'ose espérer que ça, c'est pas pire. Fait que je suis en train d'écouter. C'est pour ça que des fois, il y a des séries récentes comme ça que vous me dites, hey, c'est super bon, mais faut que moi, je la regarde et il faut que j'ai le temps de la regarder. Des fois, il y a tellement d'histoires dans ma vie que j'aime ça juste être assise devant autre chose avec mon tricot, puis pas un film d'histoire. Ça arrive. Ouais. Aquaman, Mais- peut-être ouais. pour toi. bien. Peut-être, juste pour le plaisir de voir Jason Momoa. Mais je veux suggérer un film qui se passe. Tu sais, souvent, je trouve que ça, tu sais, les films, des fois, ils ont tendance à embellir les choses pour rendre ça tout flamboyant ou je sais pas trop. Il y a un Plus film. trop dramatique. Ouais, c'est ça, Ouais. tu sais. Il y a un film sur un archéologue qui est super intéressant. Je trouve que c'est un docteur à l'université, Indiana Jones. Je les suggère tous. On apprend beaucoup à travers ces. Oui. Oui, Beaucoup, à beaucoup. travers- J'aime beaucoup sa vision des nazis, oui. Ouais, en effet, tu sais, il y a la Deuxième Guerre D'ailleurs- mondiale, tout ça. Ah, D'ailleurs- Indiana Jones. Mais Indiana Jones a suscité tellement d'intérêt pour l'histoire et Ouais. l'archéologie. C'est ça. Des fois, on est critique au niveau de la qualité. Ah, c'est super bon. Pour de vrai, là, c'est super ça bon. reste- Si qui critique la qualité d'Indiana Jones va me fâcher. là. J'adore Indiana Jones. À chaque fois que je les vois Bon. piller des sites, je suis comme, ah, c'est que tu l'as pas, excusez. Mais je suis pas Radio-Canada. T'as je les peux- années je peux- 20. Je peux le sortir. 30? Ben non, les nazis, des années 30-40, c'est ça. 30-40, 30. oui. Ouais, surtout les années 30. Nick, Le- c'est mais- vraiment une historien. Le deuxième se passe avant, fait qu'il n'y a Ouais. pas de nazis dedans. c'est pour ça. Ouais, mais tu sais, je veux dire, j'ai adoré Indiana Jones. C'est pas ce qui a été le déclencheur chez moi, mais c'est sûr que des fois, quand ça s'assume que c'est pas un film historique, c'est ça aussi la différence. Quand tu le dis, Game of Thrones dit, je suis une fantaisie. En même temps, pourtant, ils s'inspirent de plein de choses de l'histoire, mais ils sont corrects. Ils Tu sais, sont j'ai dit que j'aurais inspirés. jamais voulu vivre dans Game of Thrones. Non, moi non plus. Jamais, jamais, à aucun palier. Ouais, c'est vrai, toi, t'as Ah, écouté ça récemment. là. T'es-tu je- à jour sur l'entièreté de Game of Non, Thrones? là, Ah. je suis vraiment une nerd, mais j'ai lu le premier livre, puis je voulais pas écouter la série avant d'avoir fini le livre. Fait que là, j'ai lu le premier livre, là, j'ai écouté la première saison, puis là, je suis rendue à écouter la saison 2, mais j'ai fini le deuxième livre, mais dans la saison 2, elle est emmêlée dans la Ouais, saison 3. non, là, ça fait que là, devient faut trop que je mélangeant. lise le troisième livre. Fait que faut que je finisse le troisième La livre pour dernière pouvoir écouter saison, la il n'y a saison pas 2. de livre. Je le sais, mais là, fait que mon but, c'est de lire les livres avant, puis après, écouter ça. Mais là, c'est ça, je suis rendue là, mais tout semble horrible. Il y a tant de viols et de Oui, oui, morts. oui, Et de... oui. C'était si violent, puis là, ça m'angoisse full. Oh La mon vie- Dieu, je ça suis pas fait juste faite- commencer à t'angoisser là.
Mais je suis pas faite pour la violence. C'est ça que je me rends compte. Autant Pourtant, j'adore. il y a un beau mariage en plus, fait que c'est super cool. Non, mais c'est que C'est pas rendu encore, non, c'est vrai. autant j'adore l'époque du Moyen-Âge et de, tu sais, les rois et la royauté et tout, mais autant jamais j'aurais voulu vivre là-dedans parce que c'est si violent, puis il n'y a pas de règles, puis tout est chacun pour soi, puis là, la nuit, puis c'est souvent des trucs, je trouve, qu'on pense pas de tu sais, mettons, là, juste, mettons, dans la ruelle derrière chez moi, des fois, le lampadaire s'éteint. Puis là, ça devient full sombre, puis je suis comme, mais avant, c'était comme ça tout le temps. Dès que le soleil se couchait, c'était sombre pour tous, puis on pouvait pas sortir. Parce que là, il y avait le guet qui était là, puis qui avait des En fait, c'est que lanternes. c'était... Non, pas du tout. François Ier, en fait, s'était rendu compte à François Paris... Ier, il paraît qu'il était pas, c'était pas un bon roi. C'est Oui Franck et Ferrand non. qui m'a appris ça. Oui et non. Ben, c'est ça. C'est sûr qu'en France, ils vont le nuancer, mais je te dirais qu'il y a eu pire que François Ier. Tu sais, je veux dire, c'est grâce à lui, quand même, Léonard de Vinci finit sa carrière au château de Chambord. Tu sais, je veux dire, comme amoureux des arts, il est intéressant. Son alliance avec Soliman, magnifique, quand même, d'avoir tendu la main aux Ottomans. Non, moi, je le nuance, François Ier. Je l'aime bien. C'est un personnage que j'aurais aimé rencontrer, en fait. Je suis curieuse. Ouais. Parce que justement, il y a tellement eu de propagande autour de lui par Charles Quint, tout ça, qui l'ont démonisé, que dans ça, j'aurais aimé voir plus la réalité. Mais Tu sais que ça fait pas longtemps que j'ai appris qu'il faut dire Charles Quint. Moi, je disais Charles Quint. Parce que ça s'écrit avec un T. Je pensais qu'il fallait tout prononcer. ça en tout cas. va, c'est correct. Mais François Ier s'était rendu compte qu'il y avait le soir dans les rues de Paris, qu'il y avait justement beaucoup d'attaques des femmes. Il y avait des viols et tout ça. Et il a fait une loi qui demandait à ce que les gens mettent une chandelle le soir dans les rues, à leurs fenêtres, pour qu'il y ait un éclairage des rues derrière les maisons à Paris. Alors avant même les guets, les réverbères et tout ça, Louis XIV va pousser ça beaucoup plus, mais c'est François Ier qui est vraiment arrivé avec cette idée que pour la sécurité civile, pour éviter prend les crimes, les vols, les meurtres, mais les viols aussi, c'est ça prend de l'éclairage. Donc les gens avaient l'obligation de mettre une chandelle à leur fenêtre qui donnait sur la rue pour que la rue soit en partie éclairée puis que les gens aient moins tendance à commettre des crimes, en fait, nocturnes. Ah, Je savais pas ça. tu vois, il est pas si con. J'aime bien Franck Ferrand, mais des fois, il y a des opinions. Mais il y a comme un amour, il y a me comme dérange. un amour-haine avec François Ier. Il en parle des fois, puis tu le sens que ça vient le chercher à l'intérieur. Il y a clairement comme un truc pas réglé dans sa vie antérieure avec François Avec François Ier. là. Ier. C'est Ah. sûr et certain. Je ne suis pas de ceux-là. Non. Et ça va être encore. Claude C. Arbour demande connais-tu un autre mythe historique faux répandu, comme celui de la beauté Cléopâtre? Mettons. Construction des pyramides d'Égypte, allons-y, Oui. parce que là, je suis vraiment tannée. Le nombre de documentaires qu'on m'envoie sur mes pages en me disant si tu vrai, si c'est pas vrai. Honnêtement, lâchez YouTube, guys. C'est pas les Ouais, allez sur aliens. Wikipédia à la place. c'est comme- C'est pour l'Égypte, honnêtement. Là, il y a National Geographic, justement, qui va produire au Canada, en Australie, ça va sortir sur leur chaîne, mais à un moment donné, ça sera bien disponible ailleurs, là, une série avec des égyptologues et tout ça. Ils vont remettre à jour les théories sur l'Égypte ancienne. Il est comme temps, là, parce que le nombre... Il y a un YouTuber qui s'est fait pogner, là, qui a encore été allé dire des niaiseries sur l'âge des pyramides. Puis là, il y a un égyptologue français qui l'a ramassé. Et là, il est temps, justement, on les laisse pas faire parce que qu'une conseillère municipale à Gatineau pense que la Terre est plate, ça vient de ça. Là. Oui, ça n'a pas Ben, d'allure, c'est ça. On en est là. Ben oui. Ben oui, je sais, j'ai Bon, passé ça, on mais en j'en est suis pas encore là. revenue. Lâchez YouTube et les théories sur les pyramides. Je vous en supplie. Prenez un bon livre. Écrivez-moi puis demandez-moi des références. Ça, je vais répondre, OK? Mais quand vous m'envoyez ces documentaires-là, je suis juste plus capable, je réponds plus. J'en reçois trop, d'ailleurs. Le gros mythe qui est très judéo-chrétien, c'est que les pyramides d'Égypte ont été construites par des esclaves. Rien n'est plus faux. J'ai des étudiants qui disent ça à leurs amis puis à du monde, puis ils sont comme, hey, ils me croient pas, qu'est-ce que je peux faire pour leur faire comprendre? Je vais réitérer et expliquer. Alors, quand les pyramides sont construites, on embauche les gens en Égypte. Ce sont des travailleurs. Ce que l'Égypte veut pas qu'on montre, c'est les villages des travailleurs qui sont sur le plateau de Gizeh parce que c'est pas beau esthétiquement parlant. Fait que vous les voyez pas avec vos photos. Moi, je les ai pris. Ils n'ont pas aimé ça d'ailleurs quand ils m'ont vu me promener puis prendre des photos des villages des travailleurs au pied des pyramides. T'es comme, pourquoi tu prends ça? C'est pas beau, tiens. Non, moi, j'en ai besoin de mes cours. Mais c'est pas si laid non plus. C'est pas une... excuse-moi. Ben, ils trouvent que ça gâche un peu la vue Le paysage. souvent, mais ce sont des travailleurs. On a trouvé leur tombeau avec leur scoliose, avec leur arthrite. Et récemment, vous avez quand même une belle équipe d'égyptologues de l'IFAO, donc l'Institut français d'archéologie orientale, qui ont dégagé et mis à jour un magnifique papyrus qui est en fait le rapport d'un contremaître à l'époque de Khéops, qui est sur le chantier des pyramides, qui explique comment on va transporter les blocs de la carrière d'un bord du Nil vers l'autre pour l'amener sur le chantier et comment les travailleurs sont rémunérés en bière, en vêtements et tout ça. Alors, de grâce, arrêtez de penser que ce sont des esclaves avec des fouettes, vous n'êtes pas dans la Bible, qui ont construit les pyramides. Les Égyptiens n'étaient pas une société esclavagiste, ils ont fait peu de guerre. Surtout à cette époque-là, il n'y en avait pas de guerre parce qu'ils sont isolés par le désert, ils n'ont pas d'invasion.
ils sont autosuffisants, autonomes. Ils n'iront pas réduire leur propre population à l'esclavage. Un peu, des fois, si on fait une conquête, ils vont les envoyer dans des mines, ça va s'arrêter là, c'est des esclaves étrangers. Alors, ça aurait été impossible que autant de gens aient été esclaves en Égypte. Ça aurait été une bonne partie de leur population pour construire les dites pyramides. Honnêtement, c'est le temps d'arrêter de véhiculer cette fausseté qui est née un petit peu du mythe de Moïse puis de plein d'affaires. S'il vous plaît. Bon! On termine le deuxième segment là-dessus. On prend une petite pause. Oui, j'aimerais juste faire aussi, il y a un mythe préperpétué. J'aimerais qu'on rappelle l'importance de Diamond Dallas Page, qui s'appelait dans le Monday Night Wars. Aussi. Absolument. Et on va donner un ou deux bottins de téléphone à Evelyne pour qu'elle déchire pour passer sa rage. Et on va revenir direct après. C'est maintenant le temps du troisième segment. Et Gabriel, c'est ton tour de piger. C'est à moi? Alors, j'aimerais savoir pourquoi Marcus Crassus a été l'homme le plus riche de toute l'histoire romaine alors qu'il n'a jamais été empereur. Un sujet de Jason Ruel. OK. J'ai-tu bien prononcé? Je pensais que c'était riche comme Crassus. Il y a Crésus et Crésus. Crassus. Riche comme Crésus, c'est l'expression, mais un homme très riche, l'homme le plus riche probablement de l'époque romaine a été Marcus Crassus, qui a fait partie du triumvirat avec Jules César et Pompée à l'époque de la guerre civile romaine. Alors, Je fais voilà. oui, comme si je savais tout Pompée, ça. qui n'est pas la ville, qui est un humain. Qui est un humain qui a été décapité qui a été fait décapiter par le frère de Cléopâtre, là. Ouais. Lui là. OK. Dans Assassin's Par Ptolémée Creed, là. V, c'est ça? Non, Non? J'ai me mélanger dans les noms. Ptolémée 13. Le 13. Ah, pas pire. J'avais comme de lettres. C'est déjà ça. Alors, pourquoi il n'a jamais été empereur? César n'a jamais été empereur non plus. C'est toujours important. Astérix a comme fucké le chien un peu avec les gens avec ça. Faut Yannick, qu'on- les bandes dessinées européennes, ça va pas bien. Là. Lisez Ouais. des vraies affaires. Faut pas tomber dans Dans les Astérix. ciné- parce nord-américaines. que- Ouais, Captain America, ça fait des vraies choses. Je vais tuer vos rêves avec Astérix, ça peut pas rentrer là-dedans. Gardez ça comme un divertissement, gardez vos rêves, ne me faites pas entrer là-dedans. Mais donc, juste pour répondre à la fin de la question en premier, parce qu'elle est un peu tendancieuse, donc on va corriger ça en premier. Faut comprendre que Rome a deux grandes époques. La République, donc qui va se terminer avec Octave Auguste, qui est le petit-neveu de Jules César, qui va commencer vraiment à mettre en place un régime impérial à partir, on va le situer à peu près vers 27 avant Jésus-Christ. Avant ça, il n'y a pas d'empereur. Jules César, après avoir traversé le Rubicon, s'être battu contre Pompée, avoir justement travaillé dans la politique avec M. Crassus, a été nommé dictateur à vie et il a été assassiné tout de suite après. Il n'a jamais, dans les faits, été empereur. C'est à partir de son petit-neveu Octave Auguste, une fois qu'il a mis fin au règne de Cléopâtre et qu'il revient à Rome, qu'on va voir le régime impérial se mettre en place pour un autre 500 ans. Alors ça, c'est une chose importante. Alors non, il n'aurait pas pu être empereur, Marcus Crassus, parce qu'il est mort de toute façon avant même que César devienne assez important. Donc, Marcus Crassus a toujours été considéré par les sources antiques comme étant l'homme le plus riche de Rome, et les historiens croient bien que, avec le peu de sources qu'on possède, par contre, qui a été peut-être le plus riche de l'Empire romain pendant un bon bout de temps. Nous sommes à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc époque de Jules César, on est dans les années 60, 50, 40 avant Jésus-Christ, mais pour Crassus, on va aller plus dans 60, 50. Et cet homme-là faisait de la spéculation foncière. Alors, il essayait d'acheter les maisons des gens, puis il revendait plus cher à une époque où Rome commence à être le centre du monde, d'un empire méditerranéen. Il y a de plus en plus de gens qui veulent aller vivre à Rome. Il achetait les maisons à bas prix, les revendait avec plus cher, sans nécessairement les rénover. Contrairement à aujourd'hui, des fois, il y a des gens qui achètent des C'est ça que maisons. j'avais demandé. Il faisait des flips. Ouais. Une il véritable revendait- Sarah-Jeanne Labrosse de son époque. Pourquoi ça? Elle a une émission de ça Ok. sur Point TV qui s'appelle Passion Evelyne qui écoute poussière. pas la télé. Hein? Je suis désolée, ma culture télévisuelle elle est vraiment nulle. Donc, Marcus Crassus, parce qu'il a fait de la spéculation foncière, puis qu'il revendait comme ça des terres, des fermes même des fois. Il rachetait des fermes parce que les gens en Italie commençaient à avoir le potentiel économique de production d'huile d'olive, des choses comme ça pour un marché méditerranéen parce que Rome commençait à le contrôler. Il a fait de la spéculation foncière et c'est ce qui en aurait fait un homme
vraiment riche. Mais l'expression riche comme Crésus, ça vient d'ailleurs. Mais c'est ça. Donc, Crassus a fait, comme il était un homme riche, César était un homme riche, mais par héritage. Il est dans une des plus anciennes familles de Rome, une des plus riches aussi. Pompée, lui, est un chevalier, mais comme il y a plusieurs triomphes à son actif, il y a quand même un bon butin. Ces 3 hommes-là vont se partager, à un moment donné, essayer d'avoir le pouvoir politique à Rome, ce qu'on appelle le consulat. Il y avait 2 consuls à Rome. Et c'est ce qui fait que Crassus a quand même obtenu pas mal de pouvoir politique jusqu'à temps qu'il meure au combat, en fait. Un peu plus tard. Alors, voilà, c'est ce qu'on sait à peu près sur ce personnage de l'époque romaine. Moi, je veux qu'on revienne sur un personnage historique fictif, Astérix. Oui. Fait que là, juste la prémisse de base. Je t'avais dit de pas faire ça. Non, c'est ça, je sais, mais... Je veux pas que les gens me détestent. Non, dis pas. Ça n'a jamais été vendu comme une affaire historique non plus à ce point-là. Non. Il y a des éléments qui sont là-dedans. Mais c'est que les gens ont tellement écouté ça, puis comme ils ont décidé que César se présente souvent comme empereur, ça fait en sorte que beaucoup de gens, malheureusement, qui pensent que Jules César est le premier empereur de l'Empire romain. Ça, là-dessus, je leur en veux un peu d'avoir... Ils auraient pu ne pas faire ça. C'est une des choses sur lesquelles je trouve qu'ils ont... Malheureusement, parce qu'ils ne pouvaient pas prévoir non plus la portée que ça allait avoir, mais il y a plusieurs générations qui, s'ils ne font pas d'histoire romaine, parce qu'ils ont écouté Astérix, pensent que Jules César a été le premier empereur de Rome. En même temps, c'est une affaire destinée aux enfants. Oui. C'est un petit raccourci. Mais je suis curieux de savoir... Mais un raccourci qui a eu des impacts, malheureusement, un peu dommageables. Est-ce que l'histoire d'avoir un village gaulois qui envahit est possible? Est-ce que la Gaule était à cette époque-là? La Gaule, c'est les Gaules. Ouais. C'est pour ça que Jules César, c'est la guerre des Gaules. Quand on parle des Gaulois, maintenant, en fait, on va de moins en moins utiliser cette expression parce qu'on a réalisé que du point de vue de leur organisation sociale, du point de vue même génétique et tout ça, ils appartiennent aux grandes populations celtiques. Donc, dans les études les plus récentes, maintenant, on ne parle plus des Gaulois, on parle des Celtes. Population celtique. Et on inclut les Gaulois là-dedans. Donc, c'est un territoire gigantesque. Je veux dire, c'est l'Allemagne, c'est la Belgique, c'est les Pays-Bas, c'est la France, c'est la Belgique, c'est l'Écosse, c'est l'Irlande, même un peu le nord de l'Angleterre. Fait que je veux dire, c'est des Gaulois, plein de petites populations, certaines plus agricoles, certaines plus commerciales. Mais c'est des gens qui vivaient essentiellement de l'agriculture puis des échanges de produits des poissons, agricoles, mettons, voilà, de la pêche. Frais. De poissons pas frais. Qui étaient des guerriers aussi, mais je veux dire, dans l'ensemble, ils avaient un mode de vie assez paisible quand ils n'étaient pas au combat. Fait de représenter un petit village gaulois qui est encerclé par les Romains, je veux dire, c'est une fantaisie. En même temps, c'est sûr qu'il y a plein de petits groupes de Gaulois qui ont résisté aux Romains un certain temps. Même à un moment donné, l'armée romaine a fait son travail. Puis il y a d'autres villages qui n'ont pas affronté Rome, mais comme ils étaient isolés à la fin puis qu'ils étaient tout seuls, puis quand la Gaule a vraiment été beaucoup romanisée, ça, si on peut parler d'acculturation, la Gaule, c'en est un bel exemple. C'est sûr qu'à un moment donné, les petites populations qui restaient, là, si vous voulez commencer à faire du commerce et tout ça, finissaient par adopter aussi un peu le mode de vie romanisé qui s'est imposé après la conquête des Gaules par César. Mais César n'a pas conquis tout ce que je viens de vous décrire là. Là, on parle essentiellement de territoires dans les Pays-Bas, un petit peu en Allemagne, mais presque pas. C'est surtout France, Belgique, un tout petit peu du côté des Pays-Bas aussi. Donc, c'est pas uniforme. Si je ne me trompe pas, dans Astérix, eux autres, ils vont en ville, ils vont à Lutèce. Je me trompe pas. L'ancêtre de Paris. C'est ça, exactement. Ouais. Est-ce que c'était à l'époque Lutèce, mettons, comme aller à Toronto et aller à New York? À Lutèce, je me rappelle de cette scène-là. Ouais, ça, est-ce que c'est les ancêtres de Paris? Est-ce que c'était romanisé à l'époque? Après César, oui. Okay. Oui. C'est sûr qu'il y a quand même quelques vestiges de ça. Je pense qu'il y a Secret d'Histoire qui avait été voir un peu certains vestiges, mais il y a une série étonnamment, que pour ça, l'avantage d'aller voir des fois les ruines cachées en dessous pour que vous voyez Lutèce. Si vous voulez une vision de Lutèce, ça s'appelle... ça a été traduit en français. C'était Historia qui le diffusait, mais c'est en ligne sur YouTube. Il y en a plein. Ça s'appelle Dans le secret des villes. Le gars fait de la spéléologie, puis il descend dans les souterrains et tout ça. Le gars me tape ses nerfs. C'est sensationnaliste. La musique m'énerve. Mais quand il fait ça, par contre, c'est super intéressant. Puis si vous voulez voir en fait un petit peu ce qui reste sous Paris de Lutèce, c'est peut-être le seul exemple visuel vraiment le fun à aller chercher. Moi, je suis allée dans les catacombes à Paris, j'ai trouvé ça épouvantable. Terrible! Qu'est-ce qui était terrible? Ben, c'est parce que ce que tu peux visiter, disons, c'est ça, à Paris, ce que tu peux visiter, c'est que, je sais même pas si c'est encore ouvert, mais j'ai l'impression que ça a peut-être été fermé pendant un temps, mais c'est comme 1,5 km sous la ville. Et puis, à une certaine époque, corrige-moi pas tout de suite, corrige-moi à la fin, mais à une certaine époque, pour faire de la place, ils ont comme vidé les cimetières pour pouvoir construire là-dessus. Puis là, ils ont comme fait, tous ces gens, on va juste les mettre sous la ville bien cordés. Et c'est épouvantable. C'est juste des fémurs bien cordés, puis des murs et des murs de fémurs bien cordés. Puis là, des
des crânes bien cordés. Puis là, t'es comme, tous ces gens qui se connaissaient pas, qui sont dans une intimité si grande ensemble. Puis là, il y a des citations de la Bible un peu partout. Puis genre, au son des trompettes, les cadavres se lèveront. Puis t'es comme, pas maintenant. Et ça, c'est vraiment angoissant parce que t'es vraiment... C'est très claustrophobe, fermé. Les escaliers sont minuscules pour monter, pour descendre. Et ça, puis j'ai écouté un film d'horreur qui s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle. Il est sur Netflix. Il y a une tour Eiffel dessus de même, mais c'est des gens qui vont dans les catacombes, mais pas balisés. Ça s'appelle comme Underneath ou quelque chose de même. Upside down, quelque chose comme ça. C'est une direction, là, oui, vers le bas. Exact. Mais qui vont parce que ils vont dans les catacombes, il y a celles qui sont ouvertes au public, qui c'est à peu près, mais il y a plein d'autres réseaux souterrains qu'on n'a pas accès, nous, les humains normaux. Mais il y en a qui sont comme, quelle belle activité du samedi soir, un peu pompette, d'aller se promener là-dedans. Puis là, ils vont se promener là-dedans, mais que l'expérience ne se termine pas bien pour la majorité d'entre eux. Et ça. Mais je crois aussi qu'il y en a qui c'est leur trip, là, d'aller dans les catacombes, ils ouvrent les égouts, puis là, ils vont là-dedans, puis là, ils vont des chemins, puis là, ils découvrent des affaires que tu prends la balle au bon, justement, pour parler sur Netflix, c'est une série qui s'appelle Dark Tourism, que c'est des touristes qui... en fait, c'est un gars qui fait du dark tourism, c'est-à-dire aller visiter des endroits qui sont chargés en émotions ou qui sont barrés au public, tout ça. Et j'ai vraiment aimé ça. C'est genre, ils vont même dans des tribus, voir des sacrifices animaliers pour... Peut-être que le gars qui est allé au Sentinelle, il essayait de faire du dark tourism. Oui, puis tu sais, à un moment donné, justement, il y a des tribus que... c'est sur Netflix? Ouais, tu regardes, mettons, les morts vivent... J'explore pas, c'est le potentiel. Mettons, comme des tribus où est-ce que la grand-mère, elle meurt, ben là, ils l'habillent puis ils la mettent sous terre, puis après, ils la sortent des fois, puis là, on assiste à ça. Puis après, les autres, ils vont tuer des cochons en sacrifice, mais on voit le sacrifice, là, genre, c'est vraiment gore, là, des fois par bout, puis il va visiter aussi plein de choses spéciales de ce genre-là. Fait que, ouais, le dark tourism, ça existe pour de vrai, puis c'est super intéressant. J'ai vraiment aimé ça. Mais c'est tellement dangereux! Ouais. Puis il y a des moments plus dangereux que ça. Parce qu'il va dans des... Tu sais, il y a des pays qu'on connaît pas trop super dictatoriels. Des gens qui contrôlent le pays. Puis à un moment donné, il se fait arrêter par la police parce qu'ils filment des choses. Là. Fait que c'est... je le suggère fortement. Dark Tourism. Je note. Ouais. Sérieusement, il y a tellement de choses sur Netflix qui, moi, m'apparaissent pas dans mes banques. Mais tu sais, il faut que je Écoute, fouille. Moi, j'ai fini Russian Doll. Là, ça, je suis quand même assez impressionnée. Là, mais... Faut que je fouille. Là. Je ne l'ai pas encore écouté, j'ai très hâte d'avoir le temps de l'écouter. Ils font référence à Emily of New Moon de Lismore Montgomery dans Russian Doll. C'est magnifique. Honnêtement, enfin, nous sortir de notre univers habituel. Moi, pour une fois, qu'il n'y a pas de l'histoire. C'est pas de l'histoire. Mais j'ai vraiment aimé ça. C'est court, ça roule. C'est fucké à souhait, mais dans le bon sens. Les acteurs sont super là-dedans. Et donc, il y a quand même un lien avec mon roman préféré de Lismore Montgomery, qui est Emily de la Nouvelle Lune, dans la série. Fait que là, c'était sûr que c'était gagné. T'es gagné. Russian Doll, c'était ma pub, pas histoire pantoute. Sur Netflix, mais c'est... Wow! Je veux dire, plus de choses comme ça à la télé, ça fait du bien. Je t'invite à piger un autre sujet. Je n'avais pas assez. Il me semble que j'aborde des sujets tellement costauds. Écoute, c'est la dictature du sac. Ouais, c'est ça ici, ça se passe. Ouais, mais j'ai vu d'autres épisodes de 3 bières, j'en écoute, hein, puis il me semble que les questions sont pas mal plus légères dans les autres épisodes que les miens. Écoute, je vais aller chercher d'autres sujets, Blank, sinon. encore une Blanc, fois. tu peux parler ce que tu veux. Ouais, voilà. Va ton Parle de occasion. ce que tu veux. Parle le sujet. Je peux-tu parler de Russian Doll? Non? Netflix, Natasha Lyonne, elle a écrit, elle joue dedans. C'était elle la plus cool dans American Pie, dans le fond. Étais-tu dans American Pie? Oui. Elle faisait quoi? Elle sort avec le gars qui est le plus nerd de la gang, qui a son propre flasque, qui s'appelle comme Smithers, quelque chose de même. OK. Puis ils se ramassent ensemble à la fin du film. Je sais pas que la mère de... Non, ça c'est Stifler. Stifler. Ça c'est Stifler, puis il y a fait quelqu'un d'autre longtemps qui de ça. couche. Mais bref, moi la première fois que je l'ai vue, elle, Natasha Lyonne, c'est dans American Pie. Elle est très bonne. Elle a eu plein. Orange is the New Black, je pense aussi. Oui, elle a eu une couple d'années assez rough, des débords avec de l'alcool et des drogues. Ouais. Ah, ça apparaît dans la série. Puis, ben, je me dis Elle qu'elle le joue avec... qu'elle Elle est droguée, pas à peu près là-dedans. qu'elle explie c'est peut-être ces affaires-là là-dedans, mais j'ai bien hâte de le voir parce qu'il y a un élément jour de la marmotte-esque voyage dans le temps Oui, dedans, mais je suis curieux de le voir. OK, ben attends, je vais m'en servir. Oui, un peu Jour de la marmotte, mais c'est vraiment pas comme le Jour de la marmotte avec Bill Murray. Puis Peux-tu une phrase, c'est quoi cette émission-là? Russian Doll, c'est une série où on suit Nadia qui fait de la programmation, qui fait des jeux vidéo. Hein?
écoute, c'est une droguée finie, tu sais, c'est tout un personnage. Puis elle cherche son chat, puis elle meurt. Et elle revient tout le temps dans la même salle de bain à son party de fête pour ses 36 ans. Et des fois, dans un même épisode, elle peut mourir 4 fois. Là. Puis elle essaie de comprendre ce qui se passe. Puis à un moment donné, il y a un gars qui vit exactement la même chose qu'elle. Ils vont finir par se rencontrer. Fait qu'il y a un côté vraiment plus surnaturel, je dirais. Mais ils vont essayer de comprendre tous les deux pourquoi ils revivent toujours ce jour-là, peu importe comment ils meurent. Et ils vont essayer de comprendre comment mettre fin à ça. Il y a un côté qui traite beaucoup de la santé mentale, qui est très intéressant là-dedans. Pas juste par rapport aux drogues, mais elle incarne ce personnage-là. Je veux dire, elle est géniale. Et il y a un petit lien aussi avec, c'est ça, faut que je le dise, avec Émilie de la Nouvelle Lune, qui est, à mes yeux, encore meilleure qu'Anne de la Maison Pignon Vert, parce qu'elle est plus... Elle dit dans la série « She's dark ». Elle dit, elle a une voix, Natasha Lyonne. Et il faut que je le dise. Écoutez, je suis fascinée. J'ai adoré cette expérience-là. Enfin, de quoi la télé qui est venue me... éclater mon univers, j'ai vraiment apprécié. Puis le lien qu'il y a avec Émilie de la Nouvelle Lune, avec l'enfance aussi, comment notre enfance peut nous traumatiser quand nos parents ont peut-être eu des problèmes de santé mentale et tout ça. Il y a tellement de thèmes, puis c'est des épisodes d'une 20aine de minutes chacun. Ça roule, là. Je veux dire, j'ai jamais vu quelque chose rouler comme ça. Tu finis un épisode, puis t'es comme juste flabbergasté de tout ce que tu viens de voir, puis tu essaies de digérer ça. Russian Doll. Voilà. C'était... Bon. Je suis... Tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu. Moi Tu aussi. m'en reparleras. Ouais. Mais je veux dire, le premier épisode, t'es comme... what the fuck? Qu'est-ce que je viens de voir là? Le deuxième, t'es comme... Ben ça se ressemble. Même si elle meurt tout le temps, ça se ressemble pas. Il n'y a pas un épisode qui se ressemble. Des fois, elle réussit à vivre un peu plus longtemps, fait qu'elle réussit à passer à la journée suivante. Elle va mourir anyway. Mais, je dirais, wow, plus de créativité comme ça, la télévision en général, là, je veux dire, voilà. Excellent. C'était mon blank. Tu veux pas que je paye, j'appelle cette page. Non, t'as plus ton sujet, il était blank, là. Ça m'arrive souvent, ça. Parce que les frais coupés. Quelqu'un demande, as-tu une... C'est anonyme. As-tu une conspiration historique préférée? Genre quelque chose, un genre de complot que tu sais que c'est pas vrai, mais que tu te sens Ça pas là, te ou t'es plaît. l'ennemi de toutes ces affaires-là? Ben, d'habitude, ça me tape sur les nerfs parce qu'il faut que j'enseigne. Puis, tu sais, ça demande de l'énergie contrer des théories quand les gens y croient, là. Vraiment. Mais peut-être que ce qui me fait toujours un peu rire, tu sais, que quand les gens viennent me voir avec ça, je suis comme... tu sais, puis je suis comme encore. Je la ris, celle-là. C'est Akhenaton qui est un extraterrestre parce qu'il est représenté avec le visage long, puis le corps et tout ça. Le nombre de théories qu'il y a là-dessus. À quel point, juste par une apparence physique différente d'un pharaon, tout ce qu'on a été capable d'écrire, de fantasmer autour de ce personnage-là, honnêtement, je me roule par terre parce que les étudiants réussissent à m'en amener toujours des nouvelles. Puis je suis comme, non, c'est pas vrai. C'est magnifique. Honnêtement, il y a beaucoup de créativité autour juste du fait que cet homme-là s'est fait représenter tel qu'il était plutôt que d'être comme tous les pharaons. On les reconnaît pas parce qu'ils sont tous pareils. Lui, il a décidé d'amener du réalisme dans l'art aussi. Il souffrait d'une maladie, de plusieurs problèmes de santé qui lui donnaient une apparence un peu bizarre. Mais je veux dire, juste le fait qu'il ait osé faire ça, encore une fois, la marginalité, on va s'en servir pour... C'est pas juste des théories extraterrestres, il y a plein d'affaires autour d'Akhenaton. Honnêtement, ça, je suis rendue à un point où je rigole. Je suis comme, laquelle ils vont réussir à sortir que j'ai Cette pas entendu année, ou que j'ai pas vu Ouais. sur ce pharaon-là. Tu parles d'avoir des looks bizarres. Moi, ma théorie préférée de conspiration, c'est... Il y a des gens qui disent qu'il y a quelqu'un dans le même carnaval. Chris, c'est un monsieur pour vrai qui existe dans la vraie vie, puis des gens qui disent qu'il C'est était vraiment dedans. pas cool à cause de sa Non, condition de c'est cet ça. homme-là. Il est Pour de vrai. atteint de gigantisme, puis il est albino aussi, il est tout blanc. Exactement. Puis regarde, là, Il a le déjà monde... eu les mêmes baladeurs. Il a déjà eu les mêmes baladeuses. C'est ça, Mais exactement. regarde, il est sorti de cette époque-là. Ouais, Puis, faut respecter Monsieur Carnaval. ouais, tu voulais. Appelons-le Monsieur Carnaval. Si vous voulez bonhomme Carnaval, je trouve, moi, c'est pas respectueux. ouais. Avec Monsieur bonhomme. Carnaval. On est touché à la Monsieur phobie, Carnaval. la plus grande phobie de ma vie, les Carnaval. mascottes. Ah ouais? J'haïs vraiment ça. Non, Mais c'est vrai que lui, il n'est pas une mascotte, c'est une C'est vraie ça, personne. c'est Les autres vrai. mascottes, par exemple, je comprends. Ouais, tu sais, Mais, c'est ça. Ah, les non, mascottes. Les les mascottes. mascottes. Ok, Mais il y a un fan de mascotte en plus. Ben, moi, je suis fasciné par ça. Je suis fasciné par... en designer. Ça serait un challenge vraiment le fun. Ça serait un... La peine oui, est lancée. non, voilà, je vais vous donner une mascotte. Trois-Bières va faire une mascotte de Trois-Bières. Ouais, Je viens plus. Ça va être un composite de Gabriel, Pierre-Luc et moi-même, mais mélangés ensemble, ça va être terrible. Le corps sur une bouteille de bière. Ouais, c'est comme ça va être une bouteille avec une tête humaine. En tout cas, ça va être Avec le micro grotesque. au top, dans la mousse. Ouais, ben, on tente de créer par comité. Oui. Comme ça, c'est le plan pour créer une super belle mascotte. Je refuse tout. Je refuse tout de Il n'y ça. a aucune mauvaise réponse dans un brainstorm, C'est Gabriel. comme les têtes géantes au Festival Juste pour rire, là, tu sais, l'été. Ah ils ont oui, comme c'est des ça. têtes géantes. C'est ça que tout t'as à dire. ça. C'est super cool. C'est zéro épeurant. Oh, Ah, c'est similaire, c'est une. OK. Il y a des questions qui se ressemblent. Oui, oui. Tabarouette. Ouais, les questions sont vraiment
lourde, Et très précise, Oh là. non. J'ai peur. Mais Marcus Crassus, c'était pas ouais. c'était précis, ça, là. Le 4 La novembre 1280. Non, j'aimerais savoir pourquoi les découvertes archéologiques de Joseph von Hammer-Purgstall sur les Templiers ont été ignorées par les historiens. Fait que là, il y a beaucoup d'affaires là-dedans que je comprends pas. J'ai dit des choses que... Moi, les Templiers, je sais c'est quoi. Bon, vas-y. Ben, en fait, si elles ont été ignorées et que je ne connais pas le dit archéologue, Ouais. C'est parce que c'est probablement des fake news. ben, pas tant fake news, c'est que ça veut dire que ces théories, ces livres ne sont pas considérés scientifiques. Ça veut dire que il y a des fois, il y a des gens qui se proclament archéologues aussi, ou il y a des gens qui ont un diplôme en archéologie, mais qui font leurs fouilles par eux-mêmes, qui ne respectent pas les standards, puis qui ne respectent pas la technique, ne sont pas avec des associations. C'est sûr qu'ils sont marginaux. Il y en a plein là, qui publient. Là, puis les Templiers, c'est vendeur. Si tu veux faire de l'argent, écris sur les Templiers, tu es sûr de faire du cash. Les Templiers, je veux juste dire, OK, que de ce que je sais, je connais les Templiers parce que j'ai lu Les Rois maudits de Maurice Drouon, qui est Très un... bon roman historique. Il y en a 7, c'est une série, donc il y en a 7, mais Les Épaules 7e, il est pas bon. Puis lui-même, même l'auteur a dit qu'il a regretté d'avoir écrit ce livre parce que c'était pas bon. En fait, le livre termine avec Robert D'Artois. Un coup que Robert D'Artois meurt, tout est fini. Puis là, c'est pas un spoiler que je dis, c'est juste qu'on suit des personnages historiques, donc forcément, il y en a qui meurent un moment donné. Et bref, je connais ça à cause de Philippe le Bel, donc qui était un roi, qui a commencé un peu la dynastie des rois maudits, qu'on a... Ben, pas la dynastie, Selon mais Druon, que... ouais. Selon, Ça, mais là, c'est que le roman historique. ça serait lui. Bon, bref, et les Templiers, c'était un ordre de chevalerie. C'était des Templiers qui étaient là. Puis eux, ils se sont beaucoup battus pour aller, justement, je veux pas dire évangéliser, là, mais C'était moins leur les mission. croisades, Ouais, mais, c'était très religieux, puis c'était très... Ouais. Ah oui. OK, et là, les Camille Templiers... corrige. Dans ma tête. Attends, laisse-moi juste dire qu'est-ce que je connais. Et là, les Templiers avaient beaucoup d'argent et sont devenus un ordre très puissant et tout. Et là, à un moment donné, ils ont tous été accusés d'hérésie, puis ça a été comme une purge. Une purge, fait qu'ils ont été chassés, ils ont été emprisonnés, ils ont été torturés et ils ont été portés au bûcher. Et Jacques de Molay, qui était comme le grand Templier, le grand prêtre, là, je sais pas c'est quoi le terme exact, le grand prêtre, qui a renié, en fait, comme il s'est fait torturer. Fait que là, il a dit oui, parfait, je dis tout ce que vous voulez que je dise et tout. Et là, il a été sur le bûcher, mais là, sur le bûcher, il a fait c'est pas vrai, j'ai cassé sous la torture. Et là, il a maudit le roi Philippe, le pape Clément, puis je vais dire Philippe de Nogaret, mais je suis pas sûre. Qui est un peu le notable derrière les accusations. Donc, il a maudit 3 personnes en les citant comparaître devant la justice de Dieu dans d'ici un an. Et c'est tout arrivé. Ils sont tous morts. Oh. Fait que, voilà. Fait que c'est ça que je sais des Templiers. Ça fait, Oui, avec ça. Qu'il y ait beaucoup d'archéologiens avec les Templiers, c'est toujours un peu étrange. Mais c'est ça. C'est qu'ils étaient basés à Jérusalem. Alors, dans le contexte des croisades, quand les gens vont commencer à faire aussi des pèlerinages vers Jérusalem, avant même que la ville soit reprise par les Européens, le voyage pour les pèlerins était dangereux. Donc, les gens se faisaient attaquer. Et c'est ce qui fait qu'on a créé un ordre de chevaliers moines. C'est ça qui est particulier, c'est que c'est des moines, mais qui avaient le droit de tuer, qui étaient entraînés, en fait, au combat. C'est là qu'ils sont très différents, qui vont escorter les pèlerins vers Jérusalem. Et quand les Européens vont réussir à prendre Jérusalem avant que Saladin la reprenne, ils vont s'installer dans un secteur qu'on croit être le lieu du tombeau de Jésus, etc. C'est pour ça qu'ils sont proches, en fait, de ce qu'on appelle le temple de Jérusalem, les ruines, le mur des Lamentations et tout ça. C'est un peu ce qui va donner le nom de Templiers pour les chevaliers des Templiers. Et on a toujours associé les Templiers, vous le voyez dans Indiana Jones, au fait qu'ils avaient un savoir sur l'histoire de Jésus que personne d'autre n'avait. C'est pour ça que c'est dangereux, les Templiers. C'est que quand il y a des pseudo-archéologues qui font des fouilles, si on connaît mal leur théorie, puis que si c'est ignoré, c'est parce que leur façon de faire, ou où est-ce qu'ils sont allés, ou leurs interprétations, il y a des historiens qui sont déjà passés par-dessus ça, ou des archéologues qui ont déjà passé par-dessus, puis qui ont déjà réfuté ça. C'est là que c'est dangereux, parce que les Templiers sont associés au Graal. Et là, on tombe dans le Da Vinci Code, puis on tombe dans toutes sortes de théories
plus loufoques Qu'est-ce les que le unes que les Graal? autres. Est-ce que ça existe pour vrai, cette histoire-là, ou c'est un artefact qui est. Ben, le Graal, c'est que c'est mentionné dans quelques textes. C'est surtout au Moyen-Âge, en fait, qu'on va voir apparaître ça. L'idée, de la coupe du Christ dans laquelle, il aurait bu pendant la dernière scène. Puis il y en a d'autres qui vont associer ça à d'autres choses aussi, qui vont associer ça. Bon, on le voit là, dans Da Vinci Code, mais c'est vraiment des théories qui ont déjà existé. L'idée que ça venait plus avec le sang royal, de la lignée de Marie-Madeleine. Le Da Vinci Code n'a rien inventé, là, c'était vraiment des théories existantes. Fait que c'est sûr que c'est devenu très gros, puis ça a été beaucoup moussé par la littérature médiévale. Fait que on voit même passer dans un peu le cycle de la légende arthurienne. Ça c'est souvent évoqué à différents endroits. Il n'y a jamais eu de preuve historique que ça. C'est pas mentionné dans la Bible, d'ailleurs. C'est pas un fait biblique, là, même pas fait. Un élément biblique. C'est hors de la continuité de la Bible. Oui, c'est ça. c'est Mais les Templiers ont surtout été très bons parce qu'ils ont inventé la lettre de change, parce qu'ils se rendaient compte que les gens voulaient transporter de l'argent, mettons, de Paris vers Jérusalem, puis ils se faisaient piller. Fait que c'est comme ça qu'ils ont ouvert, en fait, dans ce qu'ils appelaient leur temple ou leur lieu de résidence un peu partout. Ils avaient l'équivalent d'une banque. Fait que tu amenais ton argent à Paris, ils te faisaient une lettre de change, et quand tu arrivais à Jérusalem, bien sûr, Jérusalem te redonnait ton argent comme ça. Tu ne peux pas te faire voler ton argent en chemin. Et ils ont été très forts dans le domaine de la banque. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, Philippe le Bel leur devait beaucoup d'argent. Fait que la seule façon de les mettre à terre, c'était d'essayer de leur faire admettre qu'en fait, il y avait des rituels bizarres. Ils profanaient le Christ, ils se masturbaient sur la croix, ou des choses comme ça. C'est ce qu'on leur a fait admettre sous la torture. Et d'ailleurs, ils ont été arrêtés un vendredi 13 octobre, ce qui explique une partie du mythe du vendredi 13 qui nous vient des Français. Voilà. Fait que c'est ça. Il faut faire attention. Il y a des sujets comme ça où les gens écrivent abondamment, puis c'est super intéressant. C'est plus de théorie du complot, puis ça a l'air tellement mystérieux, un peu comme le Da Vinci Code, puis tout ce qui est venu avec ça. Puis les gens y croient beaucoup. C'est correct, ayez du plaisir avec ça, mais dites-vous toujours que si les travaux sont boudés, il y a une raison pour ça, puis c'est pas une raison parce qu'on n'aime pas le gars ou quoi que ce soit. C'est que sa technique ou ce qu'il avance a déjà été réfuté par d'autres spécialistes. Essayez, je connais pas ce gars-là, mais essayez d'aller voir. Je suis comme curieuse de savoir qu'est-ce qu'il a avancé. Allez voir ce que les spécialistes disent de ce gars-là. Essayez d'avoir un esprit critique. Allez voir pourquoi on le publie pas ou pourquoi on le conteste. Des fois, ça vous aide à peut-être nuancer un peu ces théories, puis à pas tomber justement dans l'extrême. Avec les Templiers, c'est très facile. Templiers, allez lire Maurice Druon. Allez le lire. C'était tellement bon. C'est un bon roman historique. Je l'ai lu plein de fois. Et en plus, le mythe de Jean... Ben oui, non, mais le mythe de Jean Ier aussi, posthume, puis tout le kit. C'est sûr que lui, il a moussé. Maurice Druon a quand même eu comme conséquence de mousser un peu une fantaisie autour de ça. Ça reste un roman, fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même un petit peu... c'est ça, romancé, puis les gens aiment ce côté-là. Fait que ça a contribué à les rendre très populaires aussi, les Rois maudits. Mais est-ce que Jean Ier posthume, j'ai une question. c'est qui, ce gars-là? La théorie, OK, c'est que Philippe le Bel a eu 3 fils. Et ces 3 fils étaient mariés avec... il y avait 2 sœurs puis une cousine, donc il y avait chacun 3 femmes. Et là, ça a été découvert que les 3 filles faisaient de l'adultère. Donc, ils ont été emprisonnés. Ce qui fait qu'il n'a pas nécessairement pu avoir de descendance. Donc, le premier, Louis le Hutin, si je ne me trompe pas, avait une fille avec sa femme, Marguerite, mais la fille a été déclarée bâtarde. Donc, il n'a pas de descendance. Le deuxième, Philippe le Long, avec sa femme Blanche, a repris sa femme à un moment donné, mais ils n'ont eu que des filles. Et là, quand son frère est mort, ça fait partie de la malédiction. Ils ont le fait qu'il n'y ait pas de lignée. Installé la loi salique qui fait que les femmes ne peuvent pas régner. Donc, Je veux dire que tu owns ça vraiment bien. Mais je connais par cœur. Mais j'ai feeling que ça vient d'une place de potin médiéval. C'est ça, c'est du patinage. Médiéval. J'adore ça, c'est Les ça. lignées médiévales, c'est Pas super sûr que moi je fort. t'ai trompé. Donc, mais non, c'est ça. Donc, Philippe le Long, ses filles n'ont pas pu régner. Donc, quand il est décédé, ça a été son frère Charles qui est monté sur le trône, qui lui était marié avec Blanche, qui elle était emprisonnée. Donc, il n'a pas pu avoir d'enfant avec elle. Donc, quand il est... Attends, Jean, c'était le fils de qui? C'était le fils de Louis le Hutin qui était marié avec Clémence de Hongrie. Donc, ce que je veux dire, c'est que Louis le Hutin était marié avec Clémence de Hongrie, était enceinte, mais il est décédé, le père, avant qu'elle mette son fils au monde. Donc, quand elle a mis son fils au monde, Jean, il est venu au monde, mais c'était lui l'héritier de la couronne. Mais il est décédé. Le bébé. OK. Mais là, il y avait la théorie que le bébé, il est mort, mais il n'est pas vraiment mort. Il a juste été subtilisé puis élevé ailleurs et ça. Fait que
à l'âge adulte, des gens sont allés retrouver Jean pour faire « Hey, t'es pas un drapier de Séville, t'es... » Là, je dis Séville, mais c'est pas ça partout, là, il est en Italie. « T'es pas un drapier d'Italie, t'es le roi de France. » Fait qu'il est comme « Je suis le roi de France, je retourne prendre mon trône. » Mais il y a genre 10 personnes qui le suivent, puis il va se battre contre l'armée française, puis il se part arriver finalement. Mais là, Mais ça, c'est des qu'est-ce classiques que- quand même, celle qui a voulu dire qu'elle était Anastasia ou des choses C'est comme ça. ça. Dans l'histoire, il y en a plein. Puis c'est sûr que dans les combats de lignée, quand t'as pas de descendants officiels, c'est des rivalités de nobles. Et que c'est sûr que eux, pour contrer un quelqu'un sur le trône, vont essayer justement de démontrer c'est pas l'existence d'une vraiment- autre lignée. Mais ça, c'est des classiques. Puis c'est ça qui rend l'histoire médiévale si compliquée. Des histoires comme ça, il y en a tout plein. Là. Il y a comme le fait qu'apparemment, Élisabeth Ière aurait été un Ça, je suis pas gars, d'accord. Non, non, était non, non. morte, puis Non, non, finalement, tu sais... Non, mais... Tu sais, c'est des classiques aussi. Des fois, c'est pour porter atteinte à une lignée aussi, pour montrer qu'elle n'est pas légitime. Je veux dire, la rumeur servait à ça. Et que c'est ce qui fait que pour les historiens, quand c'est de la rumeur puis que tu n'as pas de source historique, c'est parfait pour un romancier. Pour l'historien, il n'y a pas grand-chose Mais que tu ouais, peux faire. Maurice Drouillon, vraiment. Puis si vous aimez un peu là, le même genre, il y a Juliette Benzoni aussi qui fait des romans historiques absolument fantastiques. C'est une historienne de... Oui, j'ai déjà lu un de ses livres, j'ai pas aimé tant que ça. Ah, moi, mais c'est un peu... C'est très romancé, là, mais reste que tout ce qui est autour est très... Secret d'État, ça m'a trilogie préférée. Voilà! On pourrait continuer, mais faut te laisser aller, Evelyne. Alors, il faut que j'enregistre aujourd'hui l'histoire. Oui. Quand je viens vous voir, c'est que j'ai d'autres choses à l'oral. De toute façon, on veut pas des épisodes trop longs parce qu'il Absolument. faut que tu les télécharges. Puis Oui, il c'est- faut que je les monte et C'est ça creuse des traits dans mon visage. Mais c'est pas grave, j'ai fait pour le Dans podcast. le rythme aujourd'hui, vos questions étaient... c'était costaud. Mais- Vécu. Félicitations. Moi, je veux juste dire, gardez-les vos questions s'ils n'ont pas été pigées, puis envoyez-les pour notre Patreon, parce que moi, je m'en vais faire plein de shows à Québec, fait qu'on va se voir, puis je vais flatter ton chien. Oui, là, je fais des scones, j'aurai le temps, tu sais, on s'arrange. Fait que voilà. Vraiment, Evelyne, les gens ils peuvent te trouver où? Bon, ils peuvent me trouver sur Facebook. J'ai une page, Evelyne Ferron historienne, où c'est plus des choses qui m'intéressent, des petites découvertes, pour que les gens aient un peu d'histoire dans leur journée, c'est souvent ça. J'ai aussi une page d'actualité en histoire, en archéologie, où là, je suis vraiment ce qui se passe à tous les jours, qui s'appelle Historiophile, qui est l'écho de mon compte Twitter en même temps. Ils peuvent me lire dans Lettres québécoises. À chaque parution, je critique un essai historique, donc il y a possibilité de me lire là. Je viens de sortir un livre sur la région de Portneuf. Je vais être au Salon du livre du 10 au 14 avril, mais pas le jeudi, parce que je suis à l'Université de Sherbrooke, parce que je suis sur le CA du Centre d'archives régional. On essaie il y a eu beaucoup de coupures par BANQ avec dans les nouvelles subventions, puis faire survivre les archives régionales, c'est plus difficile. Donc, nous, on a fait un livre aux éditions Gide. Donc, je serai au Salon du livre à Québec entre le 10 et le 14 avril, mais ça, pas le jeudi. Si vous voulez venir me voir, jaser avec moi et donc nous acheter un livre et aider à faire survivre notre centre d'archives. Et c'est sûr que vous pouvez m'entendre tous les dimanches matins à Radio-Canada à l'émission Dessine-moi un dimanche avec Franco Novo. Saison 2 de Filles d'aujourd'hui qui s'en vient prochainement. Sinon, des dates de show pour hashtag Gabinice. Donc, mars, avril, mai à Montréal et à Québec. Tous les billets et tout le kit sur ma page Facebook, Gabrielle Caron, puis Instagram aussi. Voilà. Juste rappeler qu'on a nommé une quantité impressionnante de films et de livres et tout ça. Je rappelle que vous pouvez aller faire vos achats sur 3bières.com/Amazon. Comme ça, nous, les prix restent les mêmes. Les prix restent les mêmes, puis nous, on a un petit retour, une petite ristourne, et ça nous aide beaucoup dans Vous faites le comme show. un lien. Oui, exactement. Fait comme ça, on a un petit lien comme ça. Comme ça, on peut acheter des câbles XLR, des Ouais. microphones et des affaires comme Ah, ça. mais je savais Ouais, pas, ouais, ça, ouais. c'est intéressant. Les cloches nous viennent d'Amazon, par exemple, Ouais. cette affaire-là. Je vais faire aujourd'hui de la psychologie inversée, OK? Je vais être très fâché. Si vous allez sur Facebook, vous écrivez Pierre-Luc Racine et vous likez, je serais pas content, OK? Instagram aussi, c'est comme ça, le Pierre-Luc. Vous allez vous liker ça, je vais être fâché. Fait que cette semaine, j'essaie un petit peu psychologie inversée pour voir. De mon côté, pas de pression. Vous pouvez aller liker Yannick Belzile, cartooniste robuste sur Facebook si vous voulez voir mes dessins que je fais. C'est rendu une grosse vedette, de toute façon, il n'y a plus besoin de voir. Je dirais pas, de ça. je dirais pas ça, mais j'ai vraiment hâte d'être rendu là. La journée que je peux tourner le dos à tout le monde grâce à mon statut, best believe que je vais le faire. Mais en attendant, allez liker Yannick Belzile, cartooniste robuste. Je mets tous les dessins que je fais un peu dans mon sketchbook ou même pour des contrats, j'y mets là, et dont certains que vous avez vus dans les pays d'en haut cette saison-ci. Et je me suis fait dire potentiellement la saison prochaine aussi. Alors ça, c'est le fun. Yeah!
Et aussi, vous pouvez m'engager pour faire des dessins, comme vous pouvez voir ceux qui sont en arrière dans notre décor drette là que j'ai fait. Et sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi encourager Tribute Games, qui est la compagnie qui nous héberge électroniquement en achetant leurs jeux merveilleux comme Flintook ou Mercenary Kings. Et aussi, si vous allez liker Comédia et jeter un coup d'œil sur ce qu'ils font, c'est un bon remerciement car ils nous hébergent physiquement. C'est chez eux qu'on enregistre. Alors, on les remercie énormément. À cause de ça. Et aussi, à chaque semaine, sur le patreon.com/3bières, un show exclusif pour les membres Patreon si vous décidez de nous encourager là. Que ce soit le coin de l'amitié, le clandestin ou des rencontres de Gab avec Evelyne. Avec Evelyne, juste Evelyne. Avec Evelyne. Fait que, bref, il y a ça. Evelyne, merci beaucoup d'être venue nous voir une fois de plus. Hey, ça fait plaisir dans un décor. Oui, on a level up. Impressionné, c'est le fun. Et fait que merci beaucoup et sur ce, à la prochaine bière.